Et ben ça démarre pour de vrai. Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode de Bon Appé aujourd'hui. Je serai accompagné comme d'habitude de l'inénarrable Jean Dindon. Bonjour Jean Dindon. Ouais, salut, t'aurais pas oublié mon générique par hasard? Oui, mais tu peux le faire après. Bon, De toute façon, d'accord, c'est vas-y. monté. Hein. Et puis, j'ai un invité de qualité. Un invité un peu particulier puisque ce soir, c'est un peu le chef en cuisine. C'est un peu lui qui a concocté la paix. Il s'agit de Fibre Tigre. Bonsoir Fibre Tigre. Bonsoir les gars. Ça fait plaisir. T'apprends l'arabe en ce moment, non, Fibre? Tout à fait, sur Duolingo. Moi, d'ailleurs, on pourra en parler, c'est un lien assez intime avec mes actuels plays, mais j'aime beaucoup la Turquie, Samarcande, les pays en stand, Ouzbékistan, Tadjikistan, tout ça. Ouais. Et un jour, j'ai vu un documentaire Arte avec un présentateur allemand qui allait à Florence et genre, il parlait italien, il allait en Égypte, il parlait égyptien, ensuite il allait en Irak, il parlait arabe, et je dis, mais c'est une plaisanterie, c'est des montages. Et en fait, non, sur la page Wikipédia, il parlait toutes les langues et j'étais très jaloux. Donc j'ai dit, c'est bon, je vais apprendre l'arabe et j'irai à Samarcande et je parlerai arabe là-bas. Donc j'apprends l'arabe sur Duolingo en ce moment. Voilà, c'est un petit moment. C'est un début, je sais qu'il va falloir que je me renforce avec du YouTube, tout ça, mais c'est un peu mon but. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit truc? Qu'est-ce que je peux dire Mon ordinateur est dans mon sac. Unek, laptop, fiche amtati. Voilà. Ah, mais laptop, je l'avais. Voilà. Ouais, je peux dire aussi mon CD est dans mon sac. Unek, CD, fiche amtati. Voilà. Mais en fait, on connaît quelques mots d'arabe en fait avec Aquat, c'est ça, Mais c'est ça le plein truc. de petits mots, ouais. Très bien. Afwan, vous êtes les bienvenus. Moi, je suis jaloux aussi des gens comme ça qui parlent 10 000 langues, là. Il y en a un comme ça dans la série Parlement qui est incroyable hein, et qui rend très jaloux aussi, surtout que j'ai jamais été très fort en langue. T'es fort en langue, Jean Dindon? Non. T'es fort en générique? Je suis très fort en générique si tu veux, ouais. Allez, un petit générique d'introduction. Allez, on est parti. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Game of Thrones. Je suis avec mon équipe presque préférée. Donc vous franchisez des îles et vous rasez des quartiers. C'est le royaume, faites ce que vous voulez. Si jamais ce quartier se soulève et fait n'importe quoi, Et Bon Appé, bien sûr. Et ce sont des alliés. Fibre, tu connais le concept de l'émission, je crois que tu m'as dit en off un peu avant que t'étais fan, t'avais écouté tous les épisodes. De quoi? De Bon Appé? Ouais, En fait, en vrai, au moment de l'enregistrement, vous avez publié 0 épisode, donc D'accord. je suis pas fan. non mais tu pourrais jouer le jeu quoi. Ah Bon, ok, bah. d'accord. Ah ouais, C'est bah je suis putain. incroyable. Incre. Ah merci. Alors je t'ai quand même expliqué le concept de l'émission, donc c'est le moment du contrôle. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Est-ce que tu te sens chaud? Est-ce que tu peux faire que Jean Dindon fasse tout à ta place? Non, mais bienvenue dans Bon Appé. En gros, on parle des actual plays. Voilà. Alors je sais pas sous quel angle, comment on va l'analyser, qu'est-ce qui va se passer, mais bon, on verra bien. Je vois votre playlist dans lequel il y a beaucoup de saisons 1, 2, 3. Ça m'inquiète un peu, voilà, parce que à mon avis, c'est pas forcément ce que j'ai fait de plus intéressant, même si c'est dans le cœur des joueurs, mais voilà. Et je sais que il y a des métaphores culinaires, genre entrée, plat principal, dessert, voilà. Mais Jean Dindon peut faire mieux que moi, j'imagine. Non, pas du tout. Moi, je crois qu'on va plus rien faire, on va lui confier l'émission. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre des extraits, alors pas dans les toutes premières saisons, mais dans la saison 3. Il faut savoir qu'on a beaucoup hésité, mais avant tout, pourquoi ça te fait un peu peur? Non, mais en fait, le problème, c'est que moi qui fais beaucoup de saisons, je vis un peu le syndrome Star Wars, qui est de dire que quand un Star Wars sort, le précédent était toujours meilleur. D'accord. La menace fantôme sort, putain, mais quelle merde par rapport au Retour de Jedi. La revanche des Sith sort, quelle merde par rapport, tu vois. Et en fait, à chaque fois que j'ai sorti une saison de Game of Thrones, tout le monde disait, mais c'était tellement mieux avant, avec cette idée que saison 1, c'était le top du top. Alors qu'en fait, on avait des bons scores d'audience, puisqu'on était sur quasiment la chaîne la plus regardée en stream de France. Et c'était un peu la découverte pour plein de gens. Pour un gros morceau de notre commu, la découverte du jeu de rôle fantasy open world. Et effectivement, un premier amour, il dure toujours, tu vois, et on a toujours dans cette nostalgie. Or, en fait, c'était plutôt faible. Tu vois, l'âme, littéralement, c'est sa 3e partie ever de jeu de rôle. Et moi, je connaissais pas du tout Dérive au premier épisode. C'est pas les meilleures conditions. Il y a eu plein de choses qui allaient pas. Et effectivement, aujourd'hui, j'estime qu'il y a un niveau de préparation et un niveau de cohérence dans le récit qui est bien plus intéressant. Et aussi, en fait, il est aussi tourné très subtilement sur le fait qu'aujourd'hui, chaque émission, elle se vend. Elle se vend aux viewers, mais elle se vend aussi en tant que concept, à la fois des médias mainstream et à la fois des clients. Et en plus, on va dire, il y a toute une pipeline, publication, podcast, timé, publication de shorts, etc. Il y a vraiment une industrie hyper forte. Alors, tout le monde va dire, mais c'est la beauté de la naïveté des premières saisons, mais très objectivement, quelqu'un qui a jamais vu, tu lui mets épisode 1, saison 5 et épisode 1, saison 1, bah, il va dire le saison 5, c'est un ultime banger, quoi. C'est incroyable. Et je suis d'accord. Ouais. À part qu'on portait des masques. Je comprends ça. Moi, j'aime beaucoup les premières saisons. J'aime beaucoup ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça toujours très intéressant. Ce qui m'a fait choisir des saisons plus anciennes, c'est que je me suis dit, on fait de l'analyse. Et donc, on commence un peu plus tôt parce que c'est vachement intéressant de se dire qu'est-ce qui était déjà là à l'époque et qui est resté et qu'est-ce qui a changé. Et je me suis dit,
dit que ce serait inspirant pour les discussions. Il y a une colonne vertébrale dans ce type de production plus qui est, tu vois, là je suis pas Maillard chez JDG qui a de l'argent infini. Je suis chez Webedia qui dit si on fait pas de thunes, c'est finito, tu vois. En plus, on allait à chaque émission en mode c'est la dernière. Des fois, ça nous arrivait d'aller dans des émissions, il y avait pas de budget, pas de micro, et on dit on se retrouve la semaine prochaine. Donc vraiment, c'était des périodes compliquées. La colonne vertébrale étant l'argent. En fait, Game of Thrones a attiré plus ou moins des opérateurs parce que c'était pas du Fortnite, c'est adressé à des gens un peu plus cultivés, avec un pouvoir d'achat intéressant, qui venaient à nous, étaient interceptés par le service commercial et qui ensuite leur vendaient du Squeezie. Donc on était quand même une espèce de phare à papillon monétaire, quoi. Mais quand on est arrivé chez Gozulting, on s'est posé la question de comment bien vendre le produit à des marques. Et en fait, alors on pouvait dire oui, mais vendre à des marques, vous corrompez le jeu de rôle, l'actual play était si noble, etc. Et c'est la seule façon en fait de faire vivre une émission comme ça. C'est pas la seule parce qu'on peut faire appel à la communauté. Mais si vous voulez, quand on prend de l'argent d'un client comme Mercedes, un client qu'on n'a jamais eu par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans un cycle mainstream. C'est-à-dire que c'est pas simplement Mercedes, c'est Publicis qui nous a sous les yeux. C'est des réseaux sociaux et des schémas de pub qui sont sous les yeux. Et c'est une ouverture au monde. C'est-à-dire que on va forcément faire une émission qui va pas parler simplement à des gens qui aiment les actual play et le jeu de rôle, mais aussi à des mecs lambda qui vont dire c'est une façon intéressante de présenter des voitures. Ça nous rend en fait très très mainstream et ça popularise le jeu de rôle plus fort qu'un simple actual play. Et c'est pour ça que les efforts qu'on a développés à partir de la saison 5 et notamment de plus en plus ces dernières années, où vraiment je passe une grande partie de mes journées à pitcher des choses à Netflix, à Disney, etc. à leur demande, on a mis une ouverture très intéressante de ce type de médias. Qu'on pourrait d'ailleurs appeler non plus actual play, mais fiction sur le format long en streaming, quoi. Voilà. T'as pas le terme actual play ? Ça fait 2 fois qu'on en parle, du coup. Si, actual play, c'est bien d'en parler quand je parle à des gens qui connaissent le mot actual play. Mais enfin, tu vois, le jeu de rôle, c'est déjà un peu niche, mais le terme actual play, c'est super niche. Et alors, peu de gens comprennent. Ouais, c'est du jargon, ok. Voilà, et je le disais tout à l'heure à Aquat, en fait, c'est un terme qui est postérieur à Game of Thrones. C'est-à-dire que nous, notre premier épisode, c'est 2017 en gros, et on a commencé 2 ans avec MV à faire des pilotes, donc 2015. 2015, ça a été vraiment une année très charnière pour moi, et j'ai commencé effectivement dès septembre à faire des pilotes. Alors, on a fait 2 ans de pilotes avec MV, hashtag perfectionnisme, tu vois. Et le mot actual play n'existait pas. C'est-à-dire, le mot actual play, il n'était pas là. On n'en parlait pas, il n'y en avait pas, en France, ça n'existait pas. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un truc, et c'est par la suite que j'ai dit, ouais, si vous voulez, on fait de l'actual play. Mais c'est un truc que je sors à Octogone quand je rencontre la commu, voilà. Mais je pense même pas que mes joueurs ils estiment faire de l'actual play, et jamais je dirais le mot actual play à une agence de com ou à un client, parce qu'il va dire nous vous voulez pas faire l'émission qu'on a vue plutôt que de l'actual play, tu vois. Bah si, c'est la même chose, mais voilà. Peut-être un jour le mot finira, ou un autre mot d'ailleurs, finira par définir d'autres objets comme ça. Pour l'instant, vous êtes quelques ovnis à pouvoir en vivre. En vérité, quelques ovnis non, puisqu'on a parlé du statut de critical role, du fait que ça montait en puissance. Jean Danon, j'ai une petite question pour toi avant qu'on fasse venir quelque chose de la cuisine, parce que commence à faire faim. Moi, j'ai réécouté un peu de ces anciennes saisons de Game of Thrones. Je suis Game of Thrones assez régulièrement. J'ai probablement pas tout vu, mais une grande partie. Toi, est-ce que tu connais un peu Game of Thrones, le monde d'Arya ? Je connais un tout petit peu Game of Thrones. J'en ai regardé des épisodes il y a longtemps, et quand on a eu l'idée de faire cette émission, j'en ai pas re-regardé pour être un petit peu en situation de découverte. Donc là, moi, je redécouvre un petit peu Game of Thrones. Quand je vais mettre un extrait, là, à un moment donné, Jean Danon, toi, tu vas peut-être jamais l'avoir entendu. Et toi, Phil, tu penses que tu vas te souvenir de chaque moment, ou il y a une petite chance que tu redécouvres ? Il y a quand même quasiment 900 heures, donc c'est compliqué. Ça dépend de quel épisode. Il y a des épisodes qui sont marquants, et puis il y a des épisodes où j'étais en galère totale, quoi. Après, c'est pas un quiz, on va pas te demander qu'est-ce qui se passe après. On prend le morceau en question, on regarde ce que ça nous dit en toute détente. On va peut-être tomber sur des moments où d'ailleurs il y a une galère. Nous, ça nous intéressera d'en parler, mais c'est pas des moments comme ça que j'ai choisis. Cela dit, il y a aussi des minutes qui vont tomber au hasard. On va prendre un moment au hasard dans l'actual play et on va voir ce qu'on a à en dire derrière. Est-ce que, messieurs, vous seriez prêts pour des petits tapas et qu'on attaque le menu ? Faut dire ok ? Moi, j'adore les tapas. Ok. Allez, ça part. Un petit générique tapas à partager, s'il vous plaît. Ah oui, c'est parti. Sont trop grillées ces aubergines. Qui a fait ça? C'est moi, chef. Mais combien de fois je dois vous dire que c'est susceptible une aubergine, qu'il faut pas lui faire de la peine, qu'il faut pouvoir la regarder dans les yeux? Je vais la regarder dans les yeux, chef. Oui, effectivement, c'est combat à distance. Combat à distance. Bah, tu sais, dans Moby Dick, le mec, il y va au corps à corps. Ouais, justement. Ça suffit J'essaye. pas de Alors, il faut d'abord que quelqu'un, l'œil acéré, repère un beau poisson et... Perceptionniste en chef. Bonjour. Bien sûr. Tu veux quoi? Qu'est-ce que je te sers? Du hareng, de la morue, du thon? Le plus gros Non, possible. s'il te plaît, on va essayer non, de... Pas de morue, pas de morue. Pas de morue, pas de Bon, morue. par contre, franchement, si on croise des sirènes, moi je suis... Mais oui, mais attends, les sirènes, la Oui, moitié, mais c'est on un va bon pas poisson. manger des sirènes. La moitié, c'est du On poisson. mange, on mange que la partie poisson. On laisse le reste. Bah oui. 18. Alors là, je vois le fond. Je vois tous les poissons, toutes les barres. Effectivement, Claude Wood, qui a l'œil acéré, repère un poisson tout à fait étrange. Oh là.
Et c'est un énorme thon, Ah. mais couleur argentée, et tu sais que c'est le thon de la chance. Alors là, il va falloir prendre une décision. Parce que le thon de la chance, La constellation du grimoire, le ton de la chance. le thon de la chance, il a cette particularité, c'est qu'il a une chair absolument... Et ben c'est parti. Est-ce qu'il y a un premier sujet là dont vous voulez parler juste après cet extrait? Moi, je vous dis les choses que j'ai remarquées. Donc déjà, j'ai un écran Ars Magica et j'ai un écran déjà. Ouais. Donc Game of Thrones, il y a une particularité. C'est un jeu de rôle dans lequel je jette pas les dés. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de triche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc ensuite, j'ai un écran Ars Magica parce que Aria n'était pas publié à l'époque. Aria, il sera publié 1 an après. Et je m'aperçois que je fais beaucoup de E, mais j'en fais toujours encore beaucoup. Vous remarquez qu'il n'y a pas de blanc. On est de l'école du podcast, Daz, la mémoire. Quand on fait cette émission, on a déjà 8 ans de podcast derrière nous. Donc on sait qu'il faut se manger un peu les uns sur les autres pour qu'il y ait, enfin, sans se parler dessus, pour pas qu'il y ait de blanc. Et même à un moment, on a fait un podcast qui s'appelle Les Deux Tours à France Info. Et à France Info, c'est encore pire. C'est il nous disait, il faut vraiment commencer à parler quand l'autre il a fini sa dernière syllabe, ce qui est une école encore plus particulière. Et Daz, il est très sémillant. Alors Daz, c'est quelqu'un qui a jamais joué au jeu de rôle avant moi. Donc comme l'âme, c'est un nouveau joueur qui a adoré, qui s'est mis dedans, et aujourd'hui c'est un grand joueur puisqu'il a des centaines derrière lui. Mais on remarque qu'il est un peu inexpérimenté puisque je lui dis pas fais un jet de perception. Lui, il prend son CD, il dit je vais essayer de le trouver et il lance son jet de perception sans que le MJ le demande. Ça me dérange absolument pas. Ça fait partie de l'équipe de Game of Thrones. Enfin, ça fait partie du spirit. C'est d'ailleurs on est le dimanche après-midi, on a des chamonix et on se marre. Ouais. Vous remarquez qu'on utilise un système descend avec des critiques à moins de 10 et plus de 90. Et ça, c'est une grande astuce de Kaiser Soze que j'ai mis en place. Pourquoi? Parce que quand vous jouez à Donjons et Dragons, qui est le système par excellence, vous faites des critiques sur 1 et 20. 5% de chance. Exactement, voilà. Vous avez 10% de chance. Et dans Game of Thrones, vous avez 20% de chance. Quand on sort d'une partie de Game of Thrones, les joueurs, ils sont là en mode oh, putain, on a fait que des critiques, que des échecs critiques, que des réussites critiques. Tu vois, il y a cette idée de waouh, il se passe toujours des choses exceptionnelles. Ben non, c'est juste un simple côté mathématique. C'est-à-dire, dans Game of Thrones, vous ferez 2 fois plus de critiques que dans les jeux normaux. Voilà. Et c'est assez particulier. Et sinon, le poisson chanceux, c'est pas du tout dans le scénario, alors que moi, je prépare tout. Enfin, le fait de pêcher un poisson qui porte chance, ça vient d'une légende marine que j'aime beaucoup, qui est celle des poissons volants. Quand on voit des poissons volants, en fait, on peut les attraper sans plonger sa canne, mais c'est des poissons qui portent chance aussi, donc est-ce qu'on les mange, etc. Ça, j'aime beaucoup cette légende. Et ils reviennent, les tons de la chance, à 2 endroits dans saison 5, épisode 1, et saison 8, épisode 5, je crois. Mais à ce moment-là, c'est une petite impro, à partir de recherches précédentes, quoi. Ah oui, bah, de toute façon, il y a toujours... en fait, le lore, il est parfaitement écrit, les personnages sont écrits, les quêtes sont écrites, les descriptions sont écrites, mais effectivement, s'ils me disent je veux pêcher un poisson, là, je l'ai pas forcément écrit, hein, donc faut que je puisse improviser, quoi. Excellent. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans que tu avais noté que tu veux creuser, ou un autre truc qui t'est venu en regardant l'extrait? Ouais, moi j'avais le truc de la prise de parole, là, tu dis que vous venez du podcast, etc. Ça, du coup, ça se sent, et il y a même un moment donné où j'ai l'impression que t'essayes de rajouter quelque chose, et comme toutes les autres personnes autour de la table sont déjà en train de parler, en train de se prendre la parole, tu te dis c'est bon, il y a pas besoin, j'ai l'impression que tu te mets en retrait, t'attends une petite vingtaine de secondes avant de te réimposer. Un peu plus subtil que ça, en gros, on a des joueurs professionnels là. C'est-à-dire que c'est des gens, ils viennent, ils jouent, ils sont payés, ils sont bien payés, d'accord? Et parmi les responsabilités de ces joueurs professionnels, c'est pas de blanc. Et vraiment, le blanc, c'est affreux. C'est-à-dire, si un jour il y a un gros blanc malaise, c'est vraiment, pour nous, c'est la pire chose qui puisse arriver. Game of Thrones, bien que ce soit une émission populaire sur stream, c'est une émission surtout qui est extrêmement écoutée. On était vraiment, alors je sais plus si c'est le cas, mais à un moment, on était le podcast de fiction le plus écouté en France, tu vois. Et quand je suis en galère totale, ils me disent on pêche un poisson, et que je commence à transpirer, et que je commence à fouiller dans mes fiches, le réal, il va filmer quelqu'un d'autre, et eux, ils vont commencer à s'embrouiller. Mais tu veux quoi comme poisson? T'as vu, on a qu'à pêcher une sirène, on mangera le bas, tu vois. Ils sortent des trucs à l'impro comme ça, qui sont rigolos, qui masquent, mais moi qui me permettent de prendre mon souffle mental, tu vois. Et ça, c'est vraiment une dynamique qu'on a plutôt bien instaurée. C'est trop bien. Je rebondis sur un truc là-dessus. Est-ce que, au tout départ, t'avais transmis une note d'intention quand tu reçois une nouvelle table? Ça arrive plein de fois que t'es des nouveaux joueurs. Est-ce que tu leur donnes une note d'intention? Quelle taille elle fait? Est-ce que c'est un pep talk, un brief de coach de sport? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme kit de départ quand on arrive à une table de gore, tu vois? Je vais donner un exemple qui est un peu l'exemple iconique, mais c'est un peu toujours le cas. Un jour, on fait une OP avec Antoine Daniel sur Vox Machina, et vraiment Antoine Daniel, il est là, enfin, tu sais, il est pote avec tout Gozu, MV, on se check et tout, on rigole, etc. Et vraiment 5 minutes
avant le début de l'émission, qui est du live et qui est un live, on va être en homepage Twitch, ça va cartonner et tout. Il y a même les gens de Critical Role qui ont regardé l'épisode, tu vois, donc gros niveau. Et 5 minutes avant, Antoine se pose et dit mais attends, je voulais te dire c'est quoi les règles. Et je lui dis gars, viens les mains dans les poches, t'as rien à faire, tu te poses, on joue. Et le système qu'on utilise, il a plein d'aspects. Il a un aspect déjà, c'est qu'il est libre de droit. Alors ça a l'air de rien, mais en gros tu peux pas aujourd'hui, par exemple, faire une OP Final Fantasy sur un système propriétaire. Tu vois, parce que les Japonais ils vont dire non mais attendez, vous n'allez pas vendre un gameplay en utilisant un autre gameplay. On vend pas des Barbie avec des Lego, quoi. Et vraiment, moi j'ai dû envoyer des attestations comme quoi c'était un jeu de rôle basé sur une licence BRP, voilà. Donc il y a ce système-là, mais surtout il y a un système qui est t'as pas de combat, t'as rien, t'as 2D, il faut faire moins que le score, c'est tout, point final. Il y a rien d'autre que ça, et ça c'est vraiment excellent. Je peux recevoir des Antoine Daniel, des Baguera, des Amine, des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle de leur vie, et leur dire c'est ça les règles, en 30 secondes c'est terminé, et on peut commencer la partie. Et donc il y a zéro préparation, rien, et c'est au naturel. Ça faisait partie de ton cahier des charges de jeu d'avoir un système zéro préparation pour les personnes qui arrivent autour de la table? C'est pas mon cahier des charges à moi, mais c'est un cahier des charges que j'ai développé parce que, en gros, tu peux pas faire venir un mec comme Antoine Daniel qui coûte très cher, qui est précieux. Tu vois, c'est un mec qui doit, il faut vraiment, enfin, Antoine Daniel, ça peut être JDG, c'est pas n'importe qui. C'est des gens dont tu dois prendre soin. Il faut qu'ils passent vraiment un bon moment. Mais pas simplement pendant le jeu. Il faut qu'ils passent un bon moment avant. Il faut qu'ils kiffent. Il faut qu'ils kiffent après. Il faut qu'ils soient tout bien. Tu vois, parce que c'est des gens, il faut qu'ils reviennent. Tu vois, il faut pas qu'ils disent, oh putain, une OP avec fibre, ça me gonfle, tu vois. Donc, parmi les choses, il faut que ce soit le plus fluide possible. Et je vais pas leur dire, Baguera, t'as jamais joué à Donjons & Dragons, pas de problème, tu vas apprendre ces 300 pages de règles et on est bon, tu vois. Vraiment, la personne va dire, mais non, c'est une punition, tu vois. Donc, ça fait partie des choses qui font que c'est des conforts de jeu. Mais le seul cahier des charges que j'ai eu, qui est très très important, qui a fondé le mythe d'Aria, c'est un cahier des charges qui m'a été transmis par Frédéric Lu, Trunks à l'époque, qui était le directeur de programme de la JVTV. Il m'a dit quelque chose de très paradoxal. Il m'a dit, les gens que tu as, les gens qui te regardent, les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, les gens qui connaissent World of Warcraft, mais pas le jeu de rôle, connaissent les jeux vidéo. Donc je veux que tu sois le plus simple possible. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a créé un monde sans nains, sans elfes, donc limite Game of Thrones, tu vois, avec des humains, un petit peu de magie gritty et des choses dans lesquelles on peut se projeter. Et même dans l'épisode 1, de temps en temps, on disait nouvelle quête, 2 points, faut faire ça, tu vois. Ding. Ils étaient vraiment en mode, il y avait un mec qui donnait une quête, n'allez pas sauver cette princesse, allez la tuer, je vous récompense. Ils étaient en mode jeu vidéo, ok, on va faire la quête. Ils faisaient aveuglément les trucs. Avant, ils se sont dit, ah mais non, on aurait dû réfléchir peut-être, tu vois. Et donc c'était rigolo. Aujourd'hui, ils se surméfient de moi, mais c'est vrai qu'on était dans un système un peu jeu vidéo et c'est des choses qu'on a gardées. Et je dois vous dire des choses qui sont intéressantes, c'est que parmi les viewers, quand ils ont commencé à regarder Game of Thrones, il y a des jeunes qui ne connaissaient le jeu que sous le prisme du jeu vidéo. Ils ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas sauvegarder, par exemple. Ils disaient pourquoi vous sauvegardez pas avant de lancer les dés, tu vois. Ouais. Et on leur dit dans un jeu de rôle c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais c'est marrant. Moi du coup ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit what if on fait un pouvoir de sauvegarde, ce serait marrant. Ouais, complètement. On en aura sans doute un dans Game of Thrones Show parce que t'en as des milliers là qui ont été faits en partie par la commu. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est que tu parles du fait qu'ils se surméfient de toi, et c'est vrai que dans la culture Game of Thrones, qui est pas une culture qui vient de Donjons & Dragons, qui est une culture je dirais rôliste assez mainstream, il y a vraiment une culture jouée à Aria, au croisement monde jeu vidéo et monde jeu de rôle d'ailleurs, t'as raison. Ils se surméfient de toi, et en même temps je trouve que très souvent ils sont beaux joueurs, on accepte comme tu le disais tout à l'heure les 10% de chance d'échec critique, on célèbre un 99 presque autant qu'un 0-1 la majorité du temps, non? Oui, l'aventure imprévue elle vient des critiques, c'est-à-dire moi-même un de mes rares moments d'égarement c'est saison 3, ils sont à Kniga et là il se passe une série de déconvenus incroyables, il fait un 98 et j'ai vraiment dit là, donnez-moi une minute, je n'ai plus d'idées, tu vois, il se passe trop de trucs. Donc oui, c'est là que ça vient. Pour la culture de Game of Thrones, moi je viens du jeu vidéo, j'ai fait 10 ans de jeu vidéo en termes de création de jeux vidéo et en fait j'ai réussi notamment en faisant des jeux vidéo qui n'étaient pas de singer les Américains. Moi je me suis toujours construit face aux Américains le plus possible, même si c'est compliqué, tu vois. Ils sont tellement autour de nous, en nous, partout. Là je porte un jean à un moment où je vous parle, donc. C'est dire si t'es américain, ouais. Voilà, on est américain malgré nous, mais j'essaie de me construire sans ça. Et effectivement, je me suis posé en disant, si je vais faire un jeu de rôle français qui parle français, ça parlerait de quoi? Et en fait, déjà, on se bat pas, tu vois, on négocie. C'est toujours la négo à fond. On essaye de pas payer ses impôts. Vraiment, le fait de pas payer des taxes, des impôts et tout. Et vraiment, c'est un truc dans Game of Thrones. C'est-à-dire vraiment, c'est pour 1 centime, il négocie à fond. Et c'est aussi la baise, l'infidélité. Tu vois, le vaudeville, on claque les portes, on vole des trucs, on trompe sa femme, on va bouffer, on dit, hey, c'est bon, qu'est-ce qu'on bouffe à midi, tu vois, avoir les vraies questions, tu vois. Et donc, et effectivement, ah bon, j'ai une quête principale, tu vois, à un moment, ils se
sont complètement paumés, ils sont là complètement par hasard, mais par contre, ils kiffent leur life, et comme avec des rebondissements un petit peu, effectivement, vaudevillesques. Ouais. Et si, effectivement, alors, beaucoup de gens disent Game of Thrones, c'est un peu le Marvel, c'est-à-dire avec toute la condescendance qu'on peut mettre dans Marvel quand on aime le cinéma, et moi, on est plutôt le théâtre de vaudeville, quoi. Voilà. Et ça, j'aime bien cet ADN. Ben, je comprends. Moi, il y a un truc auquel j'aime bien le comparer, parce qu'effectivement, il y a un côté burlesque, même dans l'extrait qu'on a là, on n'a jamais écouté, et là, on sent le côté open world, tu trempes ta ligne quelque part, tu chopes un poisson magique, c'est un thon magique, c'est très vite burlesque, et il y a un truc assez français là-dedans. Moi, ça me fait un peu penser à l'humour de Uderzo, quoi, à Astérix en fait, par moment Game of Thrones. Et je trouve même que c'est un peu l'héritier de Astérix, peut-être l'Enfance de Troie, dans un humour comme ça qui est très, qui pour moi est très français. Oui, typiquement, moi, je n'aime pas du tout, c'est les jeux de mots. Voilà. Il y a aussi un truc d'ADN de Arya qui a vraiment repoussé des gens, et les gens, ils peuvent pas supporter ça, et c'est vraiment dans l'écosystème de Game of Thrones, c'est le fait que quand il y a un PNJ, on lui donne un nom de viewer. Avant même de... Voilà, Ouais. donc le grand maître de la guilde des mages de Arya s'appelle Alpha Pizza, donc oh lol, c'est rigolo, tu vois. Et en fait, c'est un vrai truc parce que déjà, c'est pas choquant pour les primo-viewers de Game of Thrones parce que c'est des gens qui jouaient déjà à World of Warcraft où il y a cette culture du pseudo bizarre. Tout à fait. Et ensuite, en vrai, tu vois, si je te dis t'es poursuivi par un brigand qui s'appelle Gros Mammouth, tu vois, alors toi tu vas rigoler, Gros Mammouth, et en fait, demain, Gros Mammouth, il t'a volé tous tes biens et il t'a laissé ligoter au fond d'une impasse. En vrai, t'as qu'une envie, c'est de tuer Gros Mammouth et tu te fais plus du tout rigoler, tu vois. Et donc, peu importe comment il s'appelle. voilà, c'est ça. Et en ce moment, il y a la ville d'Angers qui m'a demandé de faire un jeu de rôle sur de Dark Fantasy, un peu lié à Angers, tu vois. Et donc, je prends des noms de gens très célèbres de Angers, genre René d'Anjou, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, parfois, c'est aussi ridicule que Gros Mammouth. Donc, en vrai, ça passe, quoi. René Danzou aussi, ridicule que Gros Mammouth. Jean Danon, sur ces tapas à partager, est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais creuser? Non, j'ai noté qu'il y avait un fou rire, mais qui était un fou rire qui était super franc. C'est l'âme, je crois. Il prend la vanne et tu vois qu'il réfléchit une demi-seconde et il explose de rire avec le ton magique, ou je sais plus comment il s'appelle. Du coup, moi, ça me l'a transmis. Moi, j'ai rigolé aussi parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui, voilà. Et je trouve que c'est un effet qui est pas super facile à réussir dans un jeu de rôle, d'avoir un truc aussi percutant, drôle, tu vois, ou même tu vois qu'il y a une seconde où c'est pas quoi dire, quoi. Et pourtant, ça se passe dans un cadre, encore une fois, professionnel, quoi. Mais on retrouve cette saveur de la plaisanterie entre amis, de gens qui se lâchent un peu. Ouais. C'est un stress que t'as encore avant chaque émission, ça, de t'éloigner de ça? Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses qui me font stresser. Mais c'est pas mon boulot, en vrai, la spontanéité. C'est les joueurs. Et c'est ça qui est très drôle, c'est d'avoir un espèce de maître de jeu qui rigole pas et qui raconte des histoires. Et en face, des joueurs qui peuvent faire des anachronismes. Daz, il arrêtait, par exemple, au lieu de dire ubérisation, il appelait ça la cariolisation à un moment. Et il fait des blagues. Là, j'ai Matin Miracle qui est joué par Lame en saison Sheol, qui est un mec, un entrepreneur winner, tu vois. Donc il arrête pas de dire achète mon e-book, tu vois, il fait des anachronismes. Ça change rien, tu vois. Je dis pas stop ou quoi. Je les laisse parler, ils créent leur mythologie. Et non, mes sources de stress, c'est est-ce que le client est content, est-ce qu'on démarre à l'heure, tu vois. Par exemple, si c'est con, mais si Twitch il nous a dit c'est trop bien votre émission, on va vous mettre en homepage. Homepage, ça veut dire plus 4000 viewers, tu vois. On va mettre en homepage de 20h à 20h30. Faut pas qu'on commence à 20h15, sinon on a niqué 15 minutes de notre exposition, tu vois. Okay. Donc c'est des choses comme ça. Aujourd'hui on doit recevoir des gens. Est-ce qu'on a communiqué sur les réseaux au dernier moment, parce que la dernière communication de 5 minutes avant elle est ultra puissante. Est-ce que je démarre bien au bon moment? Est-ce que j'ai ma liste de PNJ? Est-ce que si la régie veut m'envoyer un message, notre contrôleur fonctionne? Donc il y a vraiment 1 million de trucs à gérer. Sauf la spontanéité des joueurs, c'est pas mon boulot. Mais même toi, je trouve que t'arrives à te laisser surprendre. Enfin, c'est peut-être une façade, quoi, mais on sent à plein de moments que ça y est, quoi. T'es sur la vague, tu prends du plaisir, tu les vois improviser. Ouais, il y a des moments où j'avais mal au ventre de rire, c'est sûr, mais au bout de 2h30 de jeu, je suis épuisé. Je suis épuisé parce que faut que je sois en train d'anticiper ce qu'ils veulent faire. Ça va très très vite dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, c'est pas on va explorer un donjon pendant 2 heures et il y aura un combat d'1 heure pour souffler, tu vois, mentalement. C'est vraiment, ils peuvent aller d'un pays à l'autre, à d'autres géants, ils peuvent imaginer des choses que j'ai pas prévues. Et là, en plus, saison Sheol, on est en train de recréer des villes à l'échelle 1, c'est-à-dire vraiment, c'est ce qu'on a fait aussi dans Valencia où j'avais créé vraiment une ville à l'échelle 1 avec vraiment 630 PNJ. Tous les PNJ avaient une quête et à n'importe quel moment ils pouvaient aller dans une boulangerie et la quête se déclenchait. Donc c'est une surface mentale qui est difficile à avoir et d'ailleurs j'y arrive pas forcément tout le temps. Du coup je suis pas trop à rigoler, mais parfois c'est très rigolo. Ils me font rire. Ouais. Moi je pense que c'est important. En plus, Jean-Danon, tu voulais dire un dernier petit truc sur ces tapas? Non, moi je suis encore sur le cul avec les 630 PNJ qui ont chacun leur quête. Tu l'as pas lu, saison 8? Alors je t'invite à regarder
regardé un truc incroyable, saison 8, épisode 1, on est dans un théâtre, il y a 630 personnes dans le théâtre, et donc on a fait une fiche de personnage par personne, donc ils sont tous à la fiche de personnages différente, avec toute une histoire différente, un secret différent, et ils sont tous reliés entre eux, c'est-à-dire machin est l'oncle de truc, qui est le mentor de truc, etc. Et dès que les PNJ ils vont dans un endroit, le PNJ, il monte sur scène et il joue son rôle. Et moi, le PNJ il fait ce qu'il veut, tu vois, donc on est en impro total. T'es dans une situation où il y a 630 PNJ qui peuvent intervenir à un moment de l'aventure, ou enfin voilà, à certains moments clés, et toi tu dois plus ou moins anticiper par où ça peut partir, quoi. Tu t'es mis une entropie de folie, quoi. Ouais, non, mais surtout le spectacle était fou, et en fait malheureusement en fait j'étais sensible à beaucoup de critiques, parce que quand on fait quelque chose il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, et vraiment un des grands regrets de ma vie c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ah non c'est pas très bien, et je les ai écoutés, j'ai dit ah bon ok d'accord, désolé, et j'ai vachement enfermé là-dessus, alors qu'avec le recul je pense que c'était le futur et on y reviendra, mais saison 8 épisode 3 je crois, à un moment il y a un gamin de 8 ans qui monte sur scène, il a le micro, tu vois, et je leur dis voilà, vous voyez cette personne, tu peux te présenter, et le mec il dit, le gamin il dit bonjour, ouais je suis un démon de 800 kilos, je suis effrayant, tu vois, il l'a pas mué, et c'est vraiment, mais tout le monde rigole, et c'est vraiment super rigolo, quoi, voilà. Et c'est le jour où tu referas ce genre de représentation, ou en tout cas un système proche, etc. Ce qui est génial, c'est que si jamais vous avez un problème et vous pouvez pas venir, les gens, au cas discuter entre eux, ils peuvent faire un GN de 48 heures avec 630 personnes qui peuplent la ville, quoi. On va probablement publier le scénario, et ce sera un jeu de rôle très particulier dans lequel il y a un MJ, un joueur, et les 3 autres joueurs sont des PNJ en permanence. C'est-à-dire que il y a un MJ et un joueur principal, et en fait tous les autres joueurs sont des gens qui disent tu vas dans la boulangerie, ok, ce sera moi la boulangère, et les aventures se créent comme ça, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc qui se fait pas mal en JDR de façon ponctuelle, mais j'ai pas le souvenir d'un jeu de rôle qui fasse un truc basé là-dessus, quoi. D'un bout à l'autre, toi tu vas enchaîner 200 PNJ du monde pendant qu'il y en a un qui traverse l'aventure. C'est excellent comme idée, on peut en parler toute l'émission de ça. Mais il nous faut du rap de tapas. Un petit rap de tapas? J'ai un plat principal et un dessert, il est bavard l'invité là. On passerait tout de suite au plat de résistance. Bah moi, je suis chef en cuisine aujourd'hui. Je vous ai préparé un petit plat de résistance qui, à mon avis, va appeler du rab. Donc on va passer au plat de résistance. Est-ce qu'on peut avoir un générique à la régie, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Je contacte la régie avec mon téléphone cellulaire. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. C'est vrai ce qu'on dit? Vous bouffez que des graines? Je ne mange pas de graines! Alors, avant de vous montrer le petit extrait que j'ai choisi, je voudrais dire un petit truc qu'on coupera peut-être, mais je sais qu'il y a ton chat, la fibre tigre, en fait. Ouais. J'avais dit je m'en occuperai pas, mais j'y arrive pas. Ils sont là, etc. Et je voulais leur dire un truc, c'est que ce qu'on fait là, le fait de regarder des bouts d'actual play, d'en discuter, moi je trouve que c'est un exercice assez fascinant. Je trouve ça super que du côté de Game of Thrones, t'aies tous ces gens qui fassent des analyses après, qui sont fans de l'histoire, qui disent il va se passer ça, il se passe peut-être ceci, t'as un wiki, enfin, et tout ça c'est quand même de l'analyse d'un objet jeu de rôle, au-delà d'être l'analyse de Game of Thrones. Tu produis des MJ en quantité avec une culture Game of Thrones, quoi. C'est formidable. Oui, on peut parler des bébés de Game of Thrones, mais déjà Game of Thrones, juste la saison 1 à 3, c'est 1 million de mots, hein, le scénario. Je veux dire, c'est dodu. Et là, la saison Sheol, ça va être démentiel, puisqu'on est à l'épisode 6, j'ai déjà 200 pages. Mais Game of Thrones a fait des bébés. En ce moment, par exemple, il y a un séminaire jeu de rôle et psy, donc avec des psychologues, psychiatres, aides-soignants qui sont dans l'Est de la France et en Suisse. Et ils utilisent Aria dans les hôpitaux psy. En essai de thérapie, quoi. Voilà, parce que les jeux de rôle, c'est très, ça permet de sortir un peu de sa carapace. Il y a même des anciens patients qui sont venus me voir. Et en fait, le truc, c'est encore une fois, Aria, c'est simple. En fait, Aria, il peut même être joué sans dés, quasiment, tu vois. Donc, c'est le jeu qui est le plus utilisé. Je sais pas si toujours, mais en tout cas, à un moment, il y avait 250 tables d'Aria sur Let's Roll, tu vois. Oui, il y a plein de petits bébés Game of Thrones. Ça a éveillé beaucoup de rôlistes, mais ça a éveillé beaucoup de passion rôliste, non pas parce que c'est la porte d'entrée rêvée, mais parce que aussi, on s'est jamais adressé à des rôlistes. C'est-à-dire que les vrais rôlistes ne nous aiment pas trop. Et je crois que même au 4e de couverture de Aria, il y a marqué si vous êtes un rôliste convaincu, n'achetez pas Aria. C'est pas un jeu pour vous. Aria et Game of Thrones, c'est pour ça que moi je suis pas trop, ça me vexe pas trop quand les gens ils disent ah c'est le Marvel de l'actual play, parce que ben ouais, nous on s'adresse à tout le monde et on est la porte d'entrée de tout le monde. Et si après vous voulez faire du Donjons et Dragons ou des jeux intello, allez-y, y a aucun souci. Tu sens qu'il y a une forme d'élitisme ou un truc comme ça envers Aria, envers Game of Thrones, Game of Thrones, pardon. Déjà, il y a un énorme schisme dans les rôlistes. Il y a des gens qui ne tolèrent pas l'idée qu'on puisse être payé pour faire du jeu de rôle. Alors en plus faire de l'actual play, c'est-à-dire capitaliser une notoriété et être payé et en plus gagner des sommes incroyables ou pactiser avec des marques. J'ai fait une OP pour créer école par exemple. Enfin créer école assurance quand même, pas les produits voilà crédit à la consommation. Et déjà ça c'est le premier schisme. Et ensuite il y a le deuxième schisme. C'est quoi ces jeunes joueurs? Bon, moi je pense que je suis un vieux rôliste, donc tu vois j'ai mon compte Casusno qui date d'il y a hyper longtemps, donc j'ai un peu validé mon ancienneté sur ce sujet-là. Et en plus parfois j'enrôle des écrivains qui
sont des vieux rôlistes pour m'aider en écriture, donc ça va quand même. Et c'est vrai que on est mal perçu parce que c'est un loisir qui nécessite énormément d'investissement personnel, de temps et d'argent. Les produits coûtent cher, de temps, il faut réviser les scénarios, c'est vraiment très difficile et tu as rien d'autre que la reconnaissance de tes joueurs. Donc l'ego, tout est une question d'ego et c'est compliqué de se positionner là, tu vois. Et j'en veux pas aux gens qui détestent Game of Thrones pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je leur en veux pas, et pour tout vous dire, je m'étais promis de pas trop en parler, parce que je pense que le fait qu'on m'invite à une émission d'analyse d'AP, de jeu de rôle, démontre bien ma position là-dessus, quoi. Mais j'entends tout ça, j'espère justement qu'il y aura des rôlistes et des non-rôlistes pour faire l'exercice d'écouter ces trucs-là. Il y a toujours des trucs à apprendre de l'un de l'autre. Et je vais pas lancer un message de paix maintenant, je vais plutôt vous gaver avec un petit plat du jour. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Il est un petit peu long, on en a pour 1:40, je crois. Ok. Non, vous avez dit votre profession. Ah. Ouais. Alors, attendez. J'ai plusieurs offres d'emploi. Les offres d'emploi. Alors vas-y, qu'est-ce que ça dit ça? Il y a aussi celle-là. Il y a la première, attends. Vas-y, attends, il y a celle-là. Voilà. Ensuite. Putain, on a traversé l'univers pour se retrouver docker ou garçon vaché, super. Hein. Alors, formidable pays. Hein. La première offre d'emploi. On recherche des aventuriers ordinaires à la recherche de un travail médiocre et ennuyeux. La récompense décevante. Titre. S'adresser à, je vous le donne en 1000, Shazam, mage puissant, diverses à l'étage de l'Agora. Donc je vous rappelle que chez moi, ma cité, c'est une énorme tour, c'est une cité, littéralement. Donc il faudra aller à l'étage de l'Agora. Ce bon vieux Shazam. Ah bah. Donc en fait, on savait pas où avait disparu Shazam, et en fait il est là. Voilà. Shazam, le mage le plus fou. Alors, deuxième job. Et ça vient de Grégory Morov. Ah bah. Ah. Donc on vous rappelle, hein, mon bras, c'est lui. Le petit cadavre d'araignée mécanique, c'est lui aussi, qu'on a sur nous. Et évidemment, Vladimir le cochon et la potion, non, plutôt c'était la potion. Il fait parler les animaux. Que maintenant je maîtrise, c'était lui, donc attention. Donc Grégory Morov, éminent alchimiste, recherche des chiens, idéalement de race Bazenji, des chats, pour conduire des expériences presque inoffensives sur l'intelligence animale, récompense enthousiasmante prévue. Et voilà, tellement de trucs dont on va pouvoir parler. Déjà, j'utilise des aides de jeu là. Ouais. Je suis pas un enfant de Donjons et Dragons, je suis un enfant de Warhammer et de l'œil noir, qui utilisent des aides de jeu. C'est-à-dire, le Warhammer, ce que j'aime beaucoup, notamment la campagne impériale, pour moi, qui est vraiment le coup de maître d'une époque compliquée. Donc, dans Warhammer, il y a deux choses que j'aime bien, c'est il y a des textes à lire qu'on trouve aussi dans l'œil noir. En fait, si t'es MJ débutant, tu lis le texte et t'es dans l'ambiance, tu vois. Et t'as aussi des aides de jeu, c'est-à-dire tu distribues et concrètement, les gens, ils ont des aides de jeu dans les mains. Ouais. Ça, je faisais ça, j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est du taf en plus, en vrai. Et j'ai toujours été tight en taf. Mais là, je l'ai refait parce que j'ai du temps. Et je trouve ça très cool parce que, en fait, ça sert aussi, tu gardes les aides de jeu, tu peux les perdre, t'es un peu fouillis, mais tu peux aussi les garder, c'est des bons aide-mémoire. L'âme, c'est l'âme qui lit tout parce que, en fait, dans Aria, soit tu sais lire, soit tu sais pas lire, tu vois. Et ça te très décidé à l'avance. Et c'est un peu fait exprès, c'est un peu en mode loup-garou. Parce que si t'as un filou qui lit, tu peux dire des choses qui sont pas sur le truc, tu vois. Parce que parfois, il y a une aide de jeu qui concerne la personne en particulier qui va dévoiler un secret. Et là, il va pas tout dire. Il va dire, oh, je sais pas, il y a rien marqué, j'arrive pas à lire, tu vois, voilà. C'est un peu ce type de jeu social qu'on met en place, dans lequel il n'y a pas l'aider à faire intervenir. Alors, est-ce que je peux t'arrêter juste là? Parce que, en fait, il y a 10 000 trucs, je suis d'accord. Et rien que sur ce truc des aides de jeu, déjà, je me dis qu'il y a peut-être moyen de rebondir ou de creuser. J'en ai non. Bah, c'est un des trucs que j'ai noté. J'adore avoir des aides de jeu. Et comme tu dis, effectivement, c'est du boulot en plus. Mais j'ai l'impression que tes scénarios, de ce que tu dis, 1 million de mots, 200 pages, etc. Je crois aussi que t'as des co-auteurs. Il me semble avoir entendu ça dans une émission. Alors, j'ai des co-auteurs, pas tout le temps. Là, saison 1 à 3, non. Saison 4, j'en ai eu. Saison 5, j'en ai eu jusqu'à l'épisode 4 ou 5. Après, j'en ai eu ponctuellement, en saison 8, j'ai eu 1 ou 2 fois Vincent Estria, qui est un peu quelqu'un qui m'aide, là. Je vais peut-être avoir une commande de 10 épisodes bientôt et je compte bien sur lui, voilà, pour m'aider. Sinon, depuis saison 8, Sheol, je suis tout seul, voilà. Et j'essaie d'être tout seul la majorité du temps, parce qu'en fait, quand t'as une aide à l'écriture... Faut mémoriser après. Ouais, il faut mémoriser, mais même, en fait, la personne, en fait, souvent, elle va te livrer un texte plutôt linéaire. Écrire un texte de jeu de rôle, c'est pas évident, hein. Même les scénarios de Casus Belli de l'époque, ils sont plutôt linéaires. Il faut le délinéariser. Il y a des trucs qui sont pas forcément évidents pour toi. Il y a pas forcément de bonnes idées. Voilà, il faut le dire aussi. Parce que le gars, tu vois, c'est pas le boulot de sa vie, tu vois. Et je l'appelle et je dis, je veux un scénario sur la Chine ancienne. Le mec, c'est un expert en Chine, c'est un rédacteur de jeux de rôle, mais il s'est pas levé ce matin en disant,
pourtant j'ai un scénario de génie, tu vois. Je l'impose. C'est un peu un travail de qualité, mais voilà, pas forcément qui va dire puis il faut que tu te le réappropries derrière. C'est toi, ta table. Faut que tu le sentes un peu avec les tripes que l'idée te plaît, quoi. Faut qu'elle te séduise. Et sinon, dernière chose, j'utilise aussi quand j'ai besoin de gens qui ont de la compétence que je n'ai pas. Dans Freerun, par exemple, j'avais pris la traductrice de Freerun qui connaissait très bien l'univers et Freerun. Quand j'ai fait une OP Freerun à une époque où Freerun n'était pas encore commercialisé en France, donc c'était vraiment très difficile d'avoir des gens. Et la traductrice c'est la seule qui l'avait. Également, j'ai fait une OP sur la Chine ancienne avec le musée Guimet. Et là, il y avait pour un scénario normal de 20 pages, on devait être 8, tu vois. C'était un énorme truc. Il y avait 2 conservateurs du musée, il y avait moi, il y avait 2 co-rédacteurs, dont Romain Ducé qui a fait Chine, tu vois. Donc vraiment. Donc en gros, voilà, on va dire qu'à 90% du temps, j'ai jamais pris de co-auteur. C'est pour aussi qu'on circonscrive la somme de travail qu'il y a derrière un Game of Thrones, quoi. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Ma remarque, c'était que pour toi, vraiment, l'écriture de scénario, ça passe par de l'écriture, j'ai l'impression, massive et en quantité. Il y a beaucoup je sais pas, de maîtres du jeu ou de personnes qui font des scénarios de jeux de rôle ou qui se disent je vais faire ma partie, qui utilisent, je sais pas, des mind maps, des schémas, etc. Mais j'ai l'impression que toi, t'es vraiment de l'école de l'écriture, quoi, textuelle. Comme tous les MJ, moi j'ai commencé avec des notes et je travaille avec des notes. Mais en fait, aujourd'hui, nous, c'est une pipeline. C'est-à-dire que, en fait, quand j'écris un scénario, là, par exemple, dans Sheol, il y a une ville qui s'appelle Miragon. Elle est très grande. Il doit y avoir 90 lieux. Donc, je fais une map sur un bout de papier de Miragon, je mets tous les lieux, je l'envoie à un illustrateur professionnel qui appartient à la maison d'édition Eldercraft, qui va me livrer la map en haute résolution, et moi je vais écrire entièrement la map, je sais pas, ça va faire 150 pages par exemple, et ces 150 pages, je vais les jouer, mais je les envoie à Eldercraft, qui lui, ils vont faire 2 choses, ils vont foisonner, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont multiplier par 2, parce que moi, même s'il y a 150 pages, je fais quand même parfois des raccourcis, où la fin de la quête a l'air évidente, donc je l'écris pas, je dis voilà, et il se passera ça. Tu l'as en tête, ça suffit. Ouais. Et donc le mec qui foisonne, il fait bien des trucs carrés, puis après il le maquette, et en fait l'idée c'est que quand la saison s'arrête, c'est-à-dire on a terminé, 2 mois après on peut lancer un Ulule en mode est-ce que vous voulez acheter Game of Thrones Sheol, et effectivement le Ulule il est complété au bout d'un mois qui suit, et on peut lancer l'impression en Chine, et ça arrive au bout d'un an seulement, voilà. Et ce processus en fait il est ultra streamliné, D'accord, okay. C'est vrai pour les OP aussi, par exemple les scénarios CNES il faut être imprimé aussi, donc tout ça c'est un pipeline, et effectivement il y a aussi un truc, c'est que quand tu écris très très bien ton scénario, quand tu te lèves le matin, c'est la première chose que je fais, juste après les mails, je fais 1 heure d'écriture aria, t'es bien frais, t'as des super idées. C'est pas pareil que de mettre des notes en mode ils vont rencontrer un ennemi là, il va se passer ça, etc., ou t'es en impro en mode transpiration. Quand t'as bien taffé tes histoires en amont, ou tes PNJ et tes histoires d'amour, etc., et tes thèmes, par exemple la Game of Thrones Sheol, ça parle d'amour. On parle d'amour, il y a beaucoup d'histoires d'amour, on se pose des questions sur l'amour, mais pas forcément l'amour entre l'amour, tu vois, ça peut être l'amour aussi entre l'amitié entre un mentor et un élève par exemple, et ça c'est des choses que j'arrive à faire revenir régulièrement. Pareil, d'avoir, je pense, une qualité d'aventure supérieure à celle que j'aurais si j'avais juste des notes, voilà. Ouais, tout à fait. Il y a un truc que je brûle de demander là au moment de l'écriture. Aria est très open world. Ouais. Là, dans l'épisode qu'on est en train d'écouter, on est à la reprise, donc tu savais exactement d'où ils partaient. Je crois qu'ils traversent la mer de la morsure. Ils vont arriver avec Niga, qui est la ville d'où vient le personnage de Lame actuellement. Ouais. À ce moment-là, c'est une émission où tu sais à peu près où ils vont arriver. On est dans un petit tunnel et avec ces offres d'emploi là, on va en sortir. Les offres d'emploi, c'est le début du bac à sable. Il y en a peut-être 6, 7, je sais pas, ils pourront pas toutes les faire. Ils vont devoir picorer là-dedans. À la fin d'une session où ils s'arrêtent, j'en arrive à mes questions, ils arrivent au milieu de Kniga, ils arrivent au milieu du bac à sable. Est-ce que tu réécris un peu avant pour circonscrire quand même ce que t'espères qu'ils vont pouvoir faire dans l'épisode? Tu vas te dire, il y a peu de chances qu'ils quittent la ville quand même là? Ou est-ce que t'es quand même régulièrement chopé, quoi? Il y a 2 choses déjà. L'alternance couloir-hub, elle est primordiale. Et le principe de base d'une bonne narration, c'est la granularité. C'est-à-dire le fait qu'il faut alterner en permanence. C'est-à-dire que dans un grand 8, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération. C'est-à-dire que si tu es dans un train qui avance à 300 à l'heure, tu vas rien sentir. Mais s'il fait 0, 300 à l'heure en 10 secondes, puis 300 à l'heure à 0 en 10 secondes, là, tu vas ressentir des émotions. Et donc, effectivement, sur plein de points, ça doit être granulaire. Sur les relations interpersonnelles, sur les évolutions, sur plein de choses. Et effectivement, tu dois toujours alterner entre cette espèce d'open world vaste où je peux aller partout, c'est dingue, la liberté, etc. et couloir. Parce que si t'as que de l'open world, à un moment, t'es fatigué de l'open world. Il faut qu'il y ait du couloir. Et quand tu commences à être fatigué du couloir, tu retournes sur l'open world. Ça, je dis ça parce que vous le comprenez, j'imagine que mes viewers le comprennent. Mais parfois, il y a des gens qui disent non, mais attends, la session, c'est que du couloir, tu vois. Bah oui, bien sûr, c'est que du couloir parce que l'alternance, elle est très importante. Il faut qu'il y ait un peu de tout et l'un sublime l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Et sur ta question de l'écriture, ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais la fin, j'avais tous les enjeux. Je ne commence jamais l'écriture d'une histoire si j'ai pas la fin, c'est sûr. Ça, c'est obligatoire. Et c'est pas si important
important à la fin. On sait qu'à la fin, il va y avoir un climax, qu'il va y avoir un grand combat entre le bien et le mal, et que, touchons du bois, si ça se passe bien, le bien va gagner. C'est ça, en gros, ce qui se passe à chaque fois. Ça peut être sous différents angles, ça peut se résoudre pacifiquement, et ça, c'est des choses intéressantes et propres à Game of Thrones. Mais, effectivement, moi, j'ai une règle, c'est qu'en général, je n'écris pas plus loin que 2 épisodes d'avant. Sauf exception de fabrication particulière, parce que une bonne narration, elle est caractère-centrique. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas mon monde et mes personnages et mon univers, l'important, c'est les joueurs. L'important, c'est comment ils évoluent. Et si, effectivement, Daz, c'est le cas à saison 3, il décide tout d'un coup de virer complètement dark, de devenir maître de l'Académie Noire, en mode non, mais je vais faire le bien, il est totalement Elon Musk, tu vois. Effectivement, il faut que je construise une narration et des conséquences en fonction de ça. Et le problème, c'est que si tu t'écris tout à l'avance, tu as un scénario déjà écrit que tu connais par cœur, tu vas être tenté de les remettre sur les rails de ton scénario à toi. Et ça, il faut pas. Alors, il faut toujours les personnages first, tu vois. Alors après, malheureusement, quand on vend des packs de 10 saisons à un client, je suis obligé d'arriver à la fin, au bout de l'épisode 10, par exemple. Donc ça, c'est très, très gênant, c'est très handicapant, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur ce système-là, donc on peut retourner à des évolutions caractère-centriques. Ouais, 2 épisodes d'avance, quand tu dois conclure à l'épisode 10, tu vois quand même très très vite arriver la fin, ça t'oblige à une écriture particulière, c'est évident. J'ai tellement envie de parler des variétés de gameplay, tunnel, hub, etc., parce qu'il y en a d'autres dans Game of Thrones, et c'est très découpé comme ça. Jean-Danon, est-ce que t'as un petit truc que t'avais noté sur ce plat principal? Vas-y, on va revenir sur l'extrait, sinon on n'y reviendra jamais. Vas-y. Tu disais, Fibrotique, tout à l'heure qu'il y avait des anachronismes, mais là, je pense que ça se voit bien. Il y a des offres d'emploi. Il parle à un moment donné, on habite dans des tours, et il y a même des petits trucs au passage sur la maltraitance animale, etc. Donc j'ai l'impression que tout le monde rigole parce qu'on comprend bien qu'on est dans un monde fictif qui parle du monde réel. Et voilà, moi je voulais juste noter ce truc-là. Les gars, c'est très amusant parce que c'est une société raciste qui vraiment se cache pas d'être raciste. En mode, les étrangers, on n'en peut plus, tu vois. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de parler de ça, tout simplement. Par contre, là, il y a un note of caractère intéressant. Il y a une ref aussi, un jeu de rôle assez connu, enfin un peu underground, mais en gros, on cherche des aventuriers ordinaires pour des tâches médiocres avec une récompense décevante. Donc ça, déjà, la petite annonce, elle est rigolote parce que en fait, la petite annonce, elle donne pas envie. Et effectivement, si les mecs ils y vont, c'est vraiment, ils disent, hey, on tente, tu vois, c'est rigolo. Donc ça, c'est bien. Mais en plus, elle est donnée par Shazam. Et Shazam, pour les gens qui connaissent pas Game of Thrones, c'est un personnage, aujourd'hui, il a été remplacé par son assistante. Mais en gros, Shazam, c'est un personnage qui est méta à fond. C'est-à-dire qu'il sait, c'est un peu Deadpool, il sait qu'on est dans un jeu de rôle. Okay. Et de temps en temps, il attrape les personnages par l'oreille en disant, eh oh, ta quête principale, tu l'as oublié. Il dit, mais c'est quoi une quête principale, tu vois? Et il les envoie même sur des quêtes complètement absurdes en disant, je vais te donner plein de points d'expérience. Et en gros, ces points d'expérience, ça sert à rien. Dans rien, il n'y en a pas, tu vois. Donc, vraiment, il parle méta, mais il est là toujours pour les remettre sur le droit chemin et leur donner aussi des jokers pour qu'ils s'en sortent, etc. Et parfois même, il s'adresse aux joueurs en tant que leur vrai personnage. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris de Over the Edge, par exemple. Mais il y a un jeu de rôle dont j'ai plus la ref, mais qui est vraiment, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est un jeu de rôle norvégien dans lequel on est des Norvégiens de province et notre équipe de foot, qui est genre en ligue d'honneur complètement nulle, vient de faire 0-0 contre une autre équipe de foot. Donc là, ça vient de se terminer et on va au bar. Et ce jeu de rôle, il commence comme ça, tu vois. C'est-à-dire vraiment, et l'idée, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce bar alors que vraiment, il s'est passé l'événement le plus ennuyeux de la Terre, tu vois. Et vraiment, et je me suis dit, c'est ça parce que en fait, la mission, ils doivent infiltrer un château et doit être particulièrement ordinaire. Donc là, quand il va arriver, il va faire un petit quiz en mode, il va demander à l'âme, il va dire, bon, par exemple, donc votre femme vient d'avoir son enfant pour la première fois, vous tenez votre enfant dans vos bras, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, il dit, pas grand-chose, tu vois, parce qu'il joue les gens complètement fades, tu vois. Donc c'est vraiment, là, c'est le moment de rigoler et on retrouve effectivement l'ADN pur de Game of Thrones qui est, voilà, on fait pas d'horrifique, on fait pas d'épique, on fait de l'humour et de la bonne humeur. On est là pour rigoler. Ouais, c'est vraiment un truc, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce moment dans l'épisode, là, c'est ce moment méta. Alors Shazam, il y aurait beaucoup de trucs à en dire, mais juste, l'aspect méta est important dans Game of Thrones. Je pense que c'est dans l'ADN de plein de tables de JDR, d'avoir des moments un peu méta, des plaisanteries qui reviennent, des mèmes. Et là, il y a cette espèce d'invitation à le faire qui est très nette. Et on sait déjà à ce moment-là, je pense, quand on suit un peu, qu'ils vont y aller parce que c'est Shazam. Voilà. Au moins, cette offre d'emploi, t'étais à peu près sûr qu'ils allaient y aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce petit extrait? Bah, en fait, Dindon a pas les refs, mais Vladimir, en fait, c'est un cochon. Déjà, c'est un cochon qui parle. Donc, c'est assez rigolo parce qu'ils ont acheté ce cochon complètement par hasard pour le manger, tu vois, et il parle. Et il dit, mais il est incroyable ce cochon. Et ils sont vachement attachés. Et en fait, l'idée, c'est que le concept du personnage de Vladimir est très intéressant parce que c'est un cochon qui les observe et qui va grandir en fonction de leurs actions. Et moi, j'ai les pires gredins de la Terre. Donc, évidemment, Vladimir devient quelqu'un de vraiment de très méchant, quoi.
il veut la révolution des animaux, il veut tuer les humains, voilà. Le miroir. Et voilà, il prend son indépendance et ça devient vraiment un adversaire à un moment alors qu'ils l'ont éduqué. Et c'est un peu pour les mettre face à leurs conséquences. Et c'est pour ça que c'est rigolo parce que en fait, le scientifique s'appelle Morov, c'est un hommage à Dr Moreau qui a fait des expériences sur les animaux. Et voilà, et donc c'est lui qui a créé Vladimir, ce cochon intelligent. En plus de ça, j'ai un autre truc dans l'extrait là, c'est le côté character driven des histoires. La létalité est pas très forte en général à Game of Thrones, mais c'est arrivé quand même. Ouais. C'est pas un curseur évident à régler à Game of Thrones. Si on parle pas de tes épisodes d'Arya, mais d'Arya en général, tu vois, des gens qui veulent maîtriser comme fibre optique dans l'univers d'Arya là, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil sur la gestion de la létalité? Il y a deux choses. D'une part, déjà, l'actual play, c'est un actual play. Donc c'est pas une partie de jeu de rôle normal. C'est une partie dans laquelle, vous connaissez la théorie LNS, le ludo-narratif, voilà. Et ben en fait, l'actual play, il y a le ludique, le narratif, il y a la simulation, mais il y a un quatrième côté à ce triangle qui est que c'est un spectacle. Et on va tous rogner un peu sur notre plaisir de jouer pour être au service du spectacle. C'est-à-dire que Daz, quand il sort une dinguerie, il le fait pour le public. Applaudissez, riez les amis, tu vois. L'âme, il joue pas perso. Quand l'âme, il dit, il est quasiment à poil, il est accosté par deux nanas peu vêtues pour aller au quartier des plaisirs. Il sait que ça va mal se passer, tu vois. Mais il y va. Pourquoi? Il est même pas une caractère. C'est pour vous faire plaisir aux spectateurs. Donc l'idée, quand on joue à une partie de jeu de rôle, faut pas forcément s'inspirer de l'actual play, même si ça permet de débroussailler un petit peu les choses. Et la deuxième chose, c'est effectivement, c'est quoi votre zone de confort? C'est-à-dire, moi, quand je joue à un appel de Cthulhu, je sais qu'il va y avoir 60% de morts autour de la table. C'est le pacte, tu vois. Enfin, Donjons et Dragons, intrinsèquement, il a un système qui fait que tu vas pas mourir parce qu'il y a des systèmes de résurrection, etc. Donc c'est très particulier. Mais voilà, il y a un système de karma dans Arya qui met les gens face aux conséquences de leurs actions s'ils se comportent mal. Enfin, s'ils se comportent vraiment mal, c'est-à-dire, je vais tuer ce garde pour voler un petit collier de perles qui sert à rien, tu vois, qui est un père de famille, voilà. Et donc là, effectivement, tu vas le mettre face à un fils qui va se venger ou simplement demander des comptes, voilà. Mais sinon, Arya, on n'est pas là pour la vie et la mort, et on n'est pas là pour le combat. On est là pour se raconter une histoire. Et c'est ça le plus important. Donc la létalité, à mon avis, ne devrait pas être un sujet. Et d'ailleurs, il y a des points de vie dans Arya et il y a des règles de combat OSEF, tu vois. Mais je pense qu'on pourrait totalement jouer à Arya sans point de vie. Quand tu dis devrait pas être un sujet, c'est voilà, l'absence de létalité règle un peu la question, quoi. C'est très peu létal. Jean Dindon, un mot sur ça, sur autre chose? C'est riche. Moi, ça me paraît tout à fait raccord, cette histoire de létalité vis-à-vis des références que tu citais, le vaudeville ou même Astérix que t'avais à Quat, c'est des genres où la sûreté des personnages n'est pas une question, quoi. Astérix, Obélix vont s'en sortir à la fin, enfin je sais pas, c'est... En fait, on n'a pas envie de trembler pour les personnages. En fait, les gens, ils lancent pas Game of Thrones comme on lance un épisode de Princesse Sarah ou de film Zodiac de Fincher, tu vois. C'est pas ces sensations-là qu'on va avoir dans Game of Thrones. Vraiment, on va avoir du voyage, de la bouffe et des rigolades. C'est les vacances, tu vois. C'est ça. Donc, après, il y a un peu de tout. Il y a des choses différentes, il y a des... voilà. Mais j'ai jamais fait d'épisode où on rigole pas. Et d'ailleurs, je reviens sur le Angers parce que je suis en train d'écrire. Ils m'ont demandé des épisodes de Dark Fantasy. C'est vraiment la règle. Et vraiment, je dois vous dire, je galère à faire de la dark fantasy, quoi, à faire peur aux gens, quoi. C'est pas mon délire. Mais oui, ça doit pas être évident de mettre de la dark fantasy dans la culture jeu de rôle que t'as là, parce que c'est une culture jeu de rôle qui existe. Je trouve ça un peu triste ce que tu disais tout à l'heure sur les dogmes, quoi. Les gens qui pensent que Arya c'est pas ceci, c'est pas cela, alors que c'est si intéressant de se dire c'est les mêmes curseurs, c'est juste qu'ils sont réglés différemment de ta partie à toi, c'est tout. La question de la létalité, Phibbs se l'est posée, et les gens vont se la poser différemment quand, comme tu le dis, ils feront pas de la paix, mais qui joueront à leur table à eux. Ouais. Et là, peut-être qu'ils feront un monde d'Arya un peu plus dark, avec plus de létalité, quoi. C'est leur droit. Oui, on peut. En fait, si vous achetez Arya, il y a des pré-tirés, et parmi les pré-tirés, il y a moyen de faire une équipe de 4 méchants qui, en fait, sont antagonistes de l'équipe principale. Il y a plein de possibilités, quoi. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas aimé Arya. C'est comme Barbie. Vous aimez pas Barbie, allez voir le film. Vous aimez pas Arya, allez tuer les personnages principaux de ces salauds en achetant Arya. Ils sont trop forts. C'est bien pensé. Moi, j'ai du mal à faire de l'épique et de l'horreur, et ce sont des faiblesses, hein, j'essaie de corriger. Et aussi, j'ai un constat d'impuissance jusqu'à Sheol. C'est parler assez peu d'amour, et pour moi, c'est un échec aussi. L'amour, c'est important, il faut qu'on en parle, donc j'en ai mis beaucoup dans Sheol. Oh. L'humour, c'est aussi très difficile. Ça a l'air de rien, mais quand tu te lèves le matin et que t'es triste, c'est facile de faire du triste, mais en fait, faire de l'humour quand t'es triste, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand t'es en pleine forme, tu peux tout faire, tu vois, mais quand t'es à bout d'énergie, faire quand même rire les gens, c'est vraiment très dur. C'est vraiment l'ultime, à mon avis, c'est l'ultime épreuve, quoi. Quand même, ces dernières années, on a vécu des trucs pas terribles, le Covid, tout ça. On est content de faire rire les gens. J'ai envie de finir sur ce mot-là avant de passer à un peu de drague ou un petit dessert. Jean Dindon, c'est toi qui me dis cette fois. Mais du coup, t'avais une autre séquence
d'avance choisi un petit dessert là que tu voulais nous prendre? J'ai un dessert gourmand croquant, absolument, tout à fait. Peut-être essayer de se faire ça du coup. Ok, en vérité j'en ai 3. Alors attendez, je vais randomiser. Attends, on va pas choisir, on va s'en faire au moins 2. Allez, je sais ce que je vais vous mettre en dessert. T'as le jingle pour réfléchir si tu veux. Merci, mets-moi un petit jingle et on enchaîne avec un petit dessert. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Clafoutis au curare. Bon. Le pudding à l'arsenic. Ce qui serait génial, c'est que j'ai un moment où ils font de la cuisine, sachant qu'il y en a beaucoup des moments où ils font de la cuisine, comme tu le disais tout à l'heure. Le meilleur serait dans le kebab du thème monde, de l'émission. c'est un épisode que tu as sélectionné. Ils font un kebab pendant 45 minutes. Absolument. Alors que vraiment, mais quel enfer, quoi. Mais bon. Quel enfer en termes de quoi? C'était l'enfer pour toi, le moment où ils font un kebab? Non, mais en fait, un peu comme un jeu vidéo, un épisode d'Actual Play de ce niveau à cette époque-là, c'était le seul gros Actual Play qui avait, que Webedia, les finances à fond perdu, surtout qu'on était des inconnus. C'est un miracle, tu vois. C'est vraiment un miracle. On arrivait parfois et les micros, ils étaient pris par un autre. Vraiment, chaque épisode était un miracle. Et donc, dans ces 2h30 qui nous étaient allouées, on pouvait faire ce qu'on voulait, tu vois, à vivre des grandes aventures, sauver des princesses, découvrir des complots, etc. Et ils utilisent 45 minutes pour faire un kebab. Et c'est la liberté du jeu de rôle, c'est beau, tu vois. Mais moi, ça me pète les couilles, c'est tout. Ok. Non, mais ça le mérite d'être clair. Et en vrai, ça m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai pas choisi d'ailleurs des moments là-dedans. Parce que c'est un moment sur lequel tu vas avoir peu de choses à dire, quoi. Eux, je pense que c'est l'éclate. Ils s'en sont emparés. Je pense même que c'est devenu un peu un mème. Et qu'il y a plein de gens pour aimer ce truc-là. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'épisode de la saison de Sheol, la question du rythme, elle est gérée très différemment. Il y a eu du chemin depuis. En fait, dernier épisode de Sheol, ils se sont mis en tête de faire un vernissage d'un musée, voilà, hyper complexe, à base d'une boisson, enfin d'une préparation culinaire, et c'était reparti. J'ai vu le kebab repartir, et ils ont mis 20 minutes pour donc, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, Sheol s'est financé sur 2 ans, tu vois, je suis ultra relax. Et c'est dommage, enfin, juste un truc, je vais pas, je critique pas l'émission ou quoi que ce soit, mais vraiment, là, c'est très focus saison 1, 2, 3, où on était dans la dèche totale. Et depuis, tu vois, on a mis Alba, JB pianiste, on a eu des musiciens, on a eu des violonistes de Londres, on a eu un écran LED de malade mental, tu vois, on a fait des trucs on a fait plein d'émissions en public, on a fait des émissions dans un tribunal, on a fait des émissions debout, sans table, sans rien, où on est policier. Enfin, je veux dire, Game of Thrones aujourd'hui, c'est un panorama de choses différentes. Et moi, je me retrouve pas du tout dans ce jeune fibrotique qui était si mince et si beau, et surtout qui avait un écran de jeu. Oh, mais t'es voilà, toujours beau. et ça, bah voilà, c'est vraiment une autre époque, tu vois. Okay. Je suis désolé si c'est même ne serait-ce qu'un peu douloureux. Non, mais c'est cool. Dit, je tiens à te rassurer, ouais, c'est trop bien de voir justement d'où ça part, quoi. Et franchement, saison 2, on fait la même sur un épisode complètement différent, ce serait trop bien. Bah, j'ai une question sur, j'ai l'impression que l'expérimentation autour du format, autour de tout ce que vous créez, etc., c'est quelque chose qui te tient à cœur, parce que là tu dis, j'aimerais bien vous montrer et tout, etc., tout ça aussi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré dans ta pratique, dans la manière dont tu abordes ce projet, quoi. En termes de production, il faut avoir une vision. Voilà. Ouais. Alors, ta vision, ça peut être Critical Role, ça marche, on fait Critical Role, tu vois. Mais il faut avoir une vision. Et la vision que j'ai, qui est d'ouvrir le jeu de rôle au plus grand nombre possible, d'être indépendant du monopole de Donjons et Dragons. Je veux dire, il y a quand même un problème que 99% de la production rôliste appartienne à une seule société américaine, qui en plus se cache pas aujourd'hui de faire de l'IA, par exemple. Alléluia. Qui a un jeu ultra belliciste, c'est-à-dire que jusqu'à la version 5, il fallait tuer des gens pour devenir plus fort, mais est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est, tu vois? Je veux dire, il faut avoir une vision. Et moi, parmi mes visions, c'est de dire, en fait, l'écran de jeu, vous savez, qu'on a hérité des années 60, c'est ni plus ni moins. Et là, Eldercraft qui vend nos écrans de jeu, il va être hyper triste, mais c'est un gadget qui ne sert à que dalle parce que les gens, ils ne regardent pas les écrans de jeu, et c'est juste un outil pour faire joli et pour identifier que c'est un jeu de rôle quand c'est un actual play, et pour vendre à des gens parce que ça fait vendre. Mais tout ça, je veux dire, il faut exploser le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, il a une potentialité énorme. C'est-à-dire que l'autre côté du jeu de rôle, il y a quoi? Il y a le théâtre d'impro. Le problème du théâtre d'impro, c'est qu'il manque de cadre. Enfin, c'est excellent en soi, tu vois. Mais il y a quelque chose entre l'hyper-maîtrise du jeu de rôle et l'hyper-codification du jeu de rôle, l'hyper-américanisation du jeu de rôle et le caractère ultra-expérimental du théâtre d'impro. Il y a un truc qui est entre les deux, qui n'existe pas. Moi, c'est ma vision. Et je veux, en fait, retrouver quelque chose que l'audiovisuel ne fait plus, c'est de la fiction live. Voilà. Le live, déjà, l'audiovisuel, la télé n'en fait plus. Fait plus de live. Il n'y a plus rien en direct. Mais imaginons qu'elle fasse du direct, c'est-à-dire qu'elle prenne une prise de risque énormissime, mais qu'en plus ce soit de la fiction, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on retrouve le théâtre, tout ce qui est kiffant dans le théâtre. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir le théâtre, vous allez avoir une pièce classique ou une pièce expérimentale, mais vous n'allez pas avoir une pièce de théâtre sur Final Fantasy. Et pourtant, on pourrait, tu vois. Et ben, moi, je voudrais aller au théâtre et voir une pièce de théâtre sur World of Warcraft, Final Fantasy, Skyrim, tu vois. Je kifferais. Ben, c'est exactement vers quoi on pousse
Game of Thrones. Et j'ai essayé de le pousser très très loin, j'ai essayé de le pousser jusqu'à aller à ce qu'on a fait Police. C'est-à-dire police-justice. En gros, c'était pas autour d'une table, c'était dans un commissariat fait de briques et de broc. Et là, pour nous, ça a tout changé. Quand on a fait justice, ça a tout changé en termes commerciaux. Tout d'un coup, tous nos clients, ils ont dit « Ah ok, mais c'est comme une série télé en fait ». Et jusqu'à présent, ils nous voyaient jouer au Monopoly. Et ils venaient de comprendre que c'était une série télé en fait, ce qu'on faisait. C'était aussi bien que Game of Thrones. Et simplement, on se parlait beaucoup, tu vois. Et nous, ça a tout changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu des clients et on en a encore, tu vois. On en a tout le temps. Et ça va se développer. Et c'est très bien pour nous, voilà, les OPSP. Mais surtout, c'est des choses qu'on peut pousser. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je peux regarder un épisode de Breaking Bad à n'importe quel moment, à 15h ou à 2h du matin. Mais si on te dit samedi à 20h sur France 3, tu vas avoir une enquête policière en direct live dans des locaux avec des acteurs professionnels et c'est scénarisé, vous allez voir, ça va être incroyable. Tu vas peut-être avoir le cœur qui bat, tu vas acheter ta pizza, tu vas dire ça commence dans 5 minutes. Situation qu'on ne vit plus en termes de suspense parce que aujourd'hui on en a rien à foutre, on a qu'à mettre pause sur Netflix, tu vois. Et j'aimerais, voilà, arriver vers ça et que ce soit un concept français, au moins qu'on soit enfin pour une fois en avance sur les putains d'Américains, qu'on arrête de copier-coller parce que je bosse avec des groupes audiovisuels, hein. Euroguesser se fait par Arte. Et vraiment, les groupes audiovisuels, tous autant qu'ils sont, c'est des gros feignants qui te disent si les Américains l'ont pas fait, c'est que ça marchera pas. Tu vois, vraiment, mais mais j'ai renversé des meubles, je me suis énervé avec ces gens-là. On est en train de t'énerver, je suis désolé. Voilà, tu peux pas savoir. Un jour, je présentais parce que il faudra un jour que je dise les bails et tout ça, je peux pas dire, c'est parce que c'est les gens dans tes mémoires qui vont me tirer des ennuis. Mais en gros, un jour, je présente à un groupe audiovisuel quelque chose, un concept, et ils m'ont dit ah oui, mais regardez, ça coûte le même prix que importer cette série et la faire traduire. Pourquoi je prendrais votre concept à vous? J'ai cassé des meubles, j'étais énervé. Je leur disais, mais moi, parce que je suis un putain de Français, tu vois. Et ça, c'est une série qui vient d'un autre pays, tu vois. Je pouvais pas dire le pays, tu vois. Je rime avec Filio, hein. Non, mais vraiment. Et j'étais énervé. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? Ils l'ont fait. Alors, ils ont repris mon concept et tout. J'ai été payé, peu importe. Mais depuis, je me suis fâché à mort avec eux. Et vraiment, c'est très compliqué. Et en fait, il faut voir quelque chose aussi, c'est que l'actuel play, moi, je gagne ma vie très bien, mais j'ai quasiment fait un burn-out l'année dernière. J'en pouvais plus. J'avais failli être Molière, hein, guillemets. Je toussais sur scène comme si j'avais plus de poumons. J'étais en train de mourir. Là, je me suis bien soigné. Mais je veux dire, gagner de l'argent avec l'actuel play, c'est quasiment une mission impossible. On est 8 en France à le faire. Et ben, ça, tu peux le faire, tu peux te lever le matin que si tu as une vision, que tu as la haine, tu vois. Et vraiment, je suis drivé par la haine et l'amour de donner quelque chose qui fait plaisir au public et la haine d'un modèle établi complètement nul à chier où tout le monde ment. C'est-à-dire, mais vraiment en plus l'audiovisuel, tout le monde ment et tout le monde est incompétent, incapable. Donc vraiment, moi je suis très content, je suis animé par des passions et j'arrive à faire ça. Voilà, excusez-moi, fin de mon rant. Voilà. Non mais, alors moi j'ai adoré. J'ai l'impression qu'on a un grand moment là, franchement. Léasalamé.com là. Non, mais c'était super, en vrai, d'entendre ce truc-là. J'espère que tu te mets personne à dos en disant des trucs comme ça, mais il y a une réalité d'où est produit Game of Thrones, c'est bien qu'on en ait conscience. Je veux dire quelque chose en plus. Quand je dis quelque chose, je peux me planter parfois, tu vois, mais parfois, souvent, je fais la démonstration que ça marche, tu vois. Souvent, je dis, ok, on va faire ça. Bon, en fait, je fais plein de trucs, genre, je fais 10 projets par jour, donc évidemment, il y en a 1 ou 2 qui marchent, mais je peux dire, regardez, là, ça a marché, allons-y, creusons le filon, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un peu comme ça. Je réalise que moi, je suis un rôliste, je fais énormément de jeux de rôle sur table, j'en ai un aussi. Et peut-être cette communauté du jeu de rôle, là, il y a eu des critiques qui en ont émané, t'en as parlé tout à l'heure, il y a peut-être pas eu assez de messages de gens, là, qui, comme nous, tu vois, t'invitent pour parler d'un truc qui... Ok, c'est un jeu de rôle spécifique, Game of Thrones, mais c'est quand même notre putain de fer de lance français, c'est quand même une culture qui s'inspire de plein d'outils du jeu de rôle. T'as cité des Jeepform norvégiens, tu piques des outils ADGN et des trucs comme ça, et qui essayent, quoi. Et franchement, juste merci, quoi. J'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui sont des rôlistes et des pas rôlistes qui sont derrière toi, quoi. Voilà. Oui, merci. Merci. Non, mais en vrai, merci parce que comme je parlais de l'effet Star Wars là, tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou en on, mais effectivement, quand on sort un concept de Game of Thrones, une nouvelle saison de Game of Thrones, toujours les gens disent la dernière elle était meilleure. Tu vois, le dernier Star Wars il était meilleur. Ce qui est dur parce que tu vois, tu es obligé de te battre contre tout le monde, y compris contre les gens qui sont censés t'aimer, ton public, tu vois. Mais bon, effectivement, il y a quand même plus de gens qui aiment Game of Thrones qui le détestent, sinon on aurait du mal à vivre, voilà. Mais et on est aussi détendu. Pour tout vous dire, moi j'ai eu une réunion récemment avec Victor et l'équipe et je leur ai dit on est bien là, on est presque au top. Vous voulez pas qu'on fasse comme Takeshi's Castle, c'est-à-dire on est quasiment au top, on s'arrête, voilà, on s'arrête et on part, on a fait Sheol et on est bon, tu vois. Et Victor m'a dit je pense qu'il y a moyen de s'améliorer. Donc bon, ça veut dire qu'il y en aura peut-être après selon les trucs. Mais voilà. Et je dois vous dire aussi que je me suis engueulé très fort avec l'audiovisuel, mais l'audiovisuel on se parle beaucoup. Voilà. Donc il y a peut-être des moyens que l'actuel play
tel que vous le définissez, aille sur des supports autres que Twitch, YouTube, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. Bah, formidable. Jean Dindon, est-ce que je passerai pas au dessert parce que Franchement, on peut le faire du parce temps que en cuisine. Ouais. c'est ça. C'est long dans dans ce resto à se faire C'est un servir. resto, mais bondé de chez Mais bondé. tu parles, il y a plus personne là. On est 3 à une table dans le fond du resto. On parle tellement fort qu'ils sont tous partis. On parle fort, ils sont partis. Voilà, parfait. Allez, je vous mets un petit dessert, on prend des notes et on en parle. On a déjà eu le générique dessert, hein, tu te démerderas au montage. Réceptionné. Et qui l'avait commandé? Vous en dire plus serait trahir ma mission. Alors, par contre. Ce qui est dangereux, ça veut dire qu'Aria, ta magie ne marchera plus. Parce qu'Aria, il se trouve qu'il y a un gros cristal, genre une grosse chipolata anti-magie posée quelque part. rendu compte. Ouais, il y a 3 mois, on n'est peut-être pas Aria, il y a 3 mois. Bah oui, mais en tout cas, nous, on est repassé avant de venir. C'est vrai qu'on est repassé à Aria et que tu tentais pas. Stocké. Donc, Est-ce que je peux y aller parce que... Non, attendez. A été livré à Aria, mais qu'il est pas resté Je suis avocat, je travaille pour la plus haute instance du tribunal de Kniga. Moi, je m'occupe d'un navire de 100 mètres de long avec 70 membres d'équipage. 100 mètres de long pour un cristal de 130 mètres. Il y a rien qui choque. Il dépasse. Mais vous détenez, sur les côtés. vous détenez, vous cachez des informations à la justice. Laissez-moi vous dire que ça peut aller chercher très très loin. Selon le code civil et pénal de Kniga, D'accord, fais-moi un jeu de mentir convaincre. ça va chercher dans les... Mentir convaincre, t'as pas besoin de chercher, tu connais cette compétence par cœur. 94. Alors elle te gifle et elle dit moi les avocats je ne respecte pas. Je relance mon dé. Alors vas-y, supplie-la d'abord. Avant de la relancer, avant de la relancer, supplie-la. Non mais je me suis juste trompé de page. Écoutez, un long voyage comme ça, on peut confondre Compétence de vengeance. Alors déjà, il y a un truc à dire, c'est que la peau de loup là que vous voyez, Oui. c'est 40 balles chez Amazon. Waouh. La table, c'est 40 balles aussi. C'est intéressant parce que c'est une table qui a servi après pour une émission qui s'appelle Radio Sex, qui avait beaucoup de viewers à l'époque. L'histoire de la table. Ah, et vraiment, et le reste c'était Temu, enfin Wish à l'époque. On avait un budget déco de 100 balles les bons jours, tu vois, voilà. Donc, mais c'est cool. Eh, C'est, Pour les vrais content de fans, voir. faut aller acheter la table. La table d'origine, vous pouvez encore la trouver, quoi. Voilà. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que et ça, ce plateau de dés, je l'ai acheté genre chez. Enfin, de l'autre côté, il y a marqué Bon Voyage ou je sais pas quoi, et je l'ai acheté chez Maison du Monde, tu vois, un truc dégueulasse, parce qu'il y avait pas de goodies, genre tour à dés, tout ça à l'époque, donc on n'était pas du tout dans le délire. Et ce que tu as pas tout à fait mis, c'est que là, Derive se fait passer pour son vrai nom c'est Atlan, et se fait passer par maître latent un avocat. Et en gros, il y avait un mini game dans lequel j'avais pris tous les termes juridiques qu'on comprend pas trop, tu vois, habeas corpus, non-obstant, etc., tu vois, et je l'ai dit, tu vas faire une plaidoirie dans laquelle tu mets tous les termes, et à chaque fois qu'il mettait un terme, il avait 5% cumulatif. Donc à la fin, s'il avait 100%, il lançait les dés, il fallait faire moins de 100, tu vois. Ah ouais. Et donc il a fait une plaidoirie qui était très très rigolote. Ah ouais, c'est super, les mini-jeux, on peut peut-être en parler. À moins que Jean Dindon, tiens, je vais te laisser choisir le premier sujet dont on va en parler après ce extrait. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de négociation qui est autour de la table, quoi. On essaye de pousser le MJ à arbitrer dans sa direction. Alors j'ai peut-être mal saisi le contexte, mais c'est une espèce de, il y a une espèce de petite limite à laquelle un joueur devrait pas aller et commence à dire non mais s'il te plaît MJ, etc. Peut-être que je me trompe. Alors il y a un jeu de rôle qui s'appelle comment ça s'appelle, Dying Earth, tiré de Dying Earth de Jack Vance, dans lequel il y a une règle dans ce jeu de rôle dans lequel tu peux verser un petit coup d'alcool à ton MJ en disant allez, ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Et en fait, Derive, clairement, il regardait mon scénario, il changeait les dés, enfin il trichait, et c'est pas grave en vrai, tu vois, parce que si je jouais avec mon petit cousin et qu'il faisait ça, c'est pas grave. L'important c'est qu'ils aient le smile et qu'on s'amuse. On n'est pas là pour faire une vérité absolue. Et moi je trouve ça très bien. Et peut-être on pourrait expliquer ça in lore, c'est-à-dire que Atlan, il est dans son personnage, c'est un personnage qui était un peu l'enfant élu avec un sens spécial, etc. Peut-être qu'il avait le pouvoir de modifier la réalité, de voir un petit peu dans le futur. Moi ça me dérange pas, voilà. C'est génial parce que je pense pareil, quoi. C'est encore un curseur. Il est réglé d'une certaine manière et là c'est son réglage, quoi. Et moi je sais que je fais des animations de jeux professionnels, quoi. Des escape games, disons, des trucs comme ça. Et quand les gens me disent mais qu'est-ce qu'on fait s'ils trichent, j'ai toujours la même réponse, quoi. Je dis on les laisse. On va pas aller les contrôler, on va pas être un flic derrière chaque jeu de société qu'on vend, quoi. C'est dur. Les gens C'est dur. peuvent En plus, tricher, la règle numéro 1 pour être un bon MJ, c'est dire oui, tu vois, aux gens. Et j'essaye de jamais dire oui, mais c'est vraiment dur.
Parfois, vraiment, ils vont tellement nulle part. Voilà. Mais je leur dis oui. Et, voilà. Et là, récemment, Sheol, c'est très très dur pour moi parce qu'ils sont devenus honnêtes. Et j'ai construit des scénarios où ils doivent être malhonnêtes. Et vraiment, ils sont honnêtes et ils prennent pas les opportunités, les quêtes, les vols, tout ça. Donc c'est une autre façon de gérer, mais on s'adapte. C'est l'esprit de contradiction. Ouais. Les PJ sont très forts pour ça. Il y a un truc dans le moment là où ils sont en train de parler entre eux, et puis à un moment donné, toi, tu incarnes un PNJ qui est toujours là, quoi, et qui dit et qu'est-ce que je fais moi? Et ça arrive tout le temps. Une table de jeu de rôle, le moment où les joueurs font une parenthèse entre eux, ils oublient un peu le truc. Il y a un mème, je crois, dans Game of Roll qui est une pirogue, c'est ça? Ouais, c'est l'âme qui dit ça, mais en gros, il y a deux choses. C'est que, donc, comme je suis pas un MJ autoritaire et qu'on est en bonne entente, quand il y a un joueur qui va jouer un moment tout seul de son côté et que les autres ne doivent pas savoir, les joueurs sont comme là, ils l'entendent et ils disent rien. Tu vois. Et parfois, ils ont envie de dire, ils disent je dis rien, tu vois. Voilà. Et parfois, ils cachent des trucs et vraiment, on les sent énervés parce qu'ils ont caché des trucs, mais ils jouent le jeu. Et ça, je pense que ça peut se jouer comme ça. Et même, je pense que si à un moment, il y a quelqu'un qui trichait, il dirait mais tu ne peux pas savoir parce que, et il n'y a jamais eu de problème, j'ai de la chance d'avoir ces joueurs-là. Donc, il y a ça. Et effectivement, je pourrais dire non, mais je suis là et je vous écoute. Et en tant que PNJ, je le fais de temps en temps parce que c'est un ressort comique et que c'est pas bien grave. Mais si effectivement, j'ai pas envie de dire, ok, on lui dit au revoir, on s'isole, on parle entre nous et je reviens, tu vois. Bon, ça, c'est très, c'est très laborieux, ça apporte pas du tout à la truc. Donc, une pirogue, tout le monde comprend et ça passe. Ouais, tout et comme tu dis, t'as un axe de spectacle que tu rajoutais au LNS et ça va totalement à l'encontre de couper, de faire rentrer, sortir les personnes. Il y a des gens qui ont fait ça. Quand j'étais sur Game of Roll, en parallèle, Webedia avait un autre JDR qui était fait par un mec qui s'appelait Ezekiel, je crois. Et lui, il tenait à ça, c'est-à-dire qu'il mettait des casques anti-bruit à des joueurs quand d'autres étaient ailleurs. Voilà, à voir. Je sais pas parce que moi personnellement, je suis concentré uniquement sur ce que je fais moi et ça prend tout mon univers, donc c'est peut-être ça marche peut-être très bien. Mais Game of Thrones, ça marche comme ça. Voilà. Okay. Ouais, j'ai un autre petit truc que j'avais noté. Vas-y, je t'en prie. C'est un petit truc, mais qui va me permettre de déployer autre chose. Donc on a parlé d'Arya, on a parlé de son côté burlesque. Là, il y a un moment, il y a une remarque un peu rigolote de Daz qui dit le cristal fait 130 mètres et vous l'avez chargé sur un bateau de 100 mètres. Ouais. Et en vrai, tu t'en sors bien. Tu rigoles un peu parce que, mais tu dis ouais, il dépasse un peu. Je trouve ça à la fois crédible et hilarant. Il y a toute une histoire de la cohérence de Arya. Donc, quand je parle de cohérence, il y a une cohérence de style, de thématique, mais je vais évidemment parler de la cohérence intradiégétique, quoi. L'univers tient-il debout? Moi, j'ai un peu mon opinion, je pense que les curseurs sont réglés d'une certaine façon, mais toi, t'as une pression en plus, t'as pas que ta table, t'as le wiki derrière, etc. Comment tu le vis, ça? Comment tu le gères? C'est vrai que parfois, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai demandé, vous avez pas les noms des rats de Valencia? Voilà, parce que j'ai pas trop les infos. Des fois, il y a des incohérences. Il y avait un personnage qui était pas là, ou qui était censé être mort, et il est là finalement. Et ça m'est arrivé une fois dans la saison 2, je crois, et j'ai dit, ok, j'ai reçu des messages comme quoi le personnage ne peut pas être là. Je me suis embrouillé. On fait tout en live. Désolé, voilà. C'est des os et on corrige. Donc c'est pas grave, voilà. Donc je corrige comme ça en disant, en mettant ma casquette de MJ parce que qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose. On va pas inventer tu vois, je suis pas Marvel, on va pas retcon des trucs du multiverse ou compagnie. Moi, ce que je pense, c'est que Arya, c'est un monde médiéval fantastique de légende et on raconte une légende. Et donc on raconte un peu cette légende folle de j'étais dans un bois magique et il y avait un géant et que etc. Le mec il te raconte ça et ça se trouve rien n'est vrai, tu vois. Et il y a des approximations. La licence poétique du conte, quoi. Un peu. Voilà. Dans Sheol, à un moment, je me suis planté. J'ai dit qu'il y avait un personnage qui était là il y a 30 ans et il y a MV qui dit c'est pas le personnage qu'on cherche parce que nous on cherche un personnage qui était là il y a 15 ans. J'ai dit merde, tu vois. Et après j'ai dit le personnage était là il y a 15 ans mais vous avez dit 30 ans tout à l'heure. Mais non, c'est une autre personne qui l'a dit et il s'est trompé, tu vois. Parce que dans la vie réelle on se trompe quand même et je me trompe, donc mes PNJ se trompent, ils ont le droit, tu vois. Oui. Et effectivement c'est pas du tout Star Wars où c'est très rectiligne et tout, et c'est quelque chose sur lequel je me suis disputé un petit peu avec Eldercraft. Il a gagné et après il m'a dit des os fibres, voilà, parfois on a les victoires qu'on mérite. C'est que je voulais faire une carte du monde d'Arya avec des trous, c'est-à-dire des zones terra incognita, parce que je voulais que les gens ils puissent créer leur monde dedans. Tu vois, en mode tu crées ton monde et tu mets ce que tu veux dedans et tu fais coexister avec Arya pour que ce soit un peu une œuvre collective. Et après on a refait des cartes à trous, donc là ça y est, on a notre carte à trous. On a même créé une planète qui s'appelle la planète sœur, sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux, elle est dans le ciel d'Arya, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est une planète libre de droit en quelque sorte. Donc on peut faire ce qu'on veut et c'est un monde légendaire, un monde de contes et légendes, donc tout est possible. Ouais. Et il peut y avoir aussi des incohérences, comme il y en a dans la Bible. Si vous êtes catholique par exemple, il y a 2 endroits où il y a la dépouille de Saint-Pierre à Rome. Voilà. Donc il y a 2 Saint-Pierre, on sait pas. Voilà. Donc il y a des incohérences dans la vie réelle, il y en a aussi dans Game of Thrones. Alors j'ai appelé Saint-Pierre ce matin, il m'a dit en fait il est coupé en 2. Enfin bref, mais oui, effectivement. Non, parce que ça marche pas parce qu'il y a 2 crânes de Saint-Pierre. Donc vraiment Mais il m'a menti du coup. Franchement, il ferait mieux d'en jeter un, quoi. Ce serait plus propre. C'était un bon dessert? Ouais, c'est pas mal. C'était un bon dessert, ouais.
Et l'entrée, le dessert. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit Dijon et puis c'est fini? Donc le Dijon, c'est pas un petit extrait, c'est juste le moment où on fait un peu le point. On a parlé de Game of Thrones. Je pense qu'il y aura des gens qui sont fans de Game of Thrones et qui sont rôlistes, d'autres pas, qui écouteront ça. On a essayé de pas trop jargonner. On a parlé un moment du LNS ou GNS. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez aller chercher des infos sur Internet. Mais je pense que vous avez compris ce que Fibre voulait dire à ce moment-là. Ça, c'était pour le petit mot sur le jargon. Et puis maintenant, il me reste à vous demander, ok, on a parlé de Game of Thrones. Si on devait faire un autre épisode, on parlerait de quoi? Et qu'est-ce que vous en retenez? Un dernier mot pour la route autour de ce petit Dijon là. Et moi, je veux bien commencer. J'ai appris plein de trucs. Philippe, dès que je savais que t'étais une personne super inspirante, je t'avais déjà entendu parler à l'occasion de différentes interviews sur YouTube et tout, etc. Et notamment t'entendre parler de Game of Thrones avec un angle qui est pas l'angle classique duquel on va, et puis d'Arya avec lequel on va décrire ce monde. Moi, ça m'a touché beaucoup, notamment tout ce que t'as dit sur voilà, il y a un espace à explorer, il faut qu'on le prenne, faut pas laisser la fantaisie Donjon Dragonesque. C'était du coup un angle que j'avais absolument pas sur Game of Thrones, sur Arya, et enfin, moi, de un, ça me parle beaucoup, de deux, je suis très content d'avoir appris tout ça pendant cette émission, quoi, voilà. En fait, en restreignant l'étude de Game of Thrones à la saison 1 à 3, vraiment, malheureusement, on a, je pense, 20% de ce qu'on est devenu. Pourquoi pas, tu vois, mais c'est un peu dire, j'ai envie de lire la Bible et s'arrêter à la jeunesse, quoi, mais il y a tant de choses à dire, mais je vais en dire une. C'est que on a fait des jeux de rôle documentaires, c'est-à-dire extrêmement précis dans le cadre d'OP, donc OP, LPO, par exemple, on a fait le naufrage de l'Erika, on a fait un jeu de rôle sur le droit pénal, un jeu de rôle sur la politique, un jeu de rôle hyper précis sur le droit d'asile, c'est un jeu de rôle extrêmement précis sur l'année 752 à Chang'an, qui est une ville très précise en Chine avec des gens. Et par exemple, ce qu'on a fait pour l'année 752, le fameux jeu de rôle où il y a eu 8 auteurs, c'est un jeu de rôle dans lequel les personnages, c'est des personnages historiques réels qui avaient un véritable agenda. Limite, il se passait vraiment ces choses-là, tu vois. Et on était dans une immersion totale. Mais pareil, pour le LPO, c'était aux Z-Event, c'était déguisé en oiseau, mais on a fait chirurgicalement le naufrage de l'Erika, comment ça s'est passé heure par heure, c'était quoi les techniques, comment ça, voilà. Et le jeu de rôle, ça peut avoir une vision de fiction, mais un caractère pédagogique et documentaire très très fort, et beaucoup plus fort qu'une leçon ou qu'un documentaire à la télévision, parce qu'un documentaire, tu vas aller recevoir passivement les choses. Un autre truc qu'on a fait récemment, c'est avec les shifters, on a fait un jeu de rôle sur la décarbonation. Je vous dis, ok, vous êtes ministère du bas carbone, la France va hoster les prochaines Coupes du Monde de foot. Qu'est-ce que vous faites? Quelles mesures vous prenez, tu vois? On est dans du jeu de rôle classique. En plus, il y a des lobbies et tout qui nous cherchent. Un jeu de rôle classique. Mais en fait, tu vas, par ta réflexion, l'aide de le public, etc., et le débrief d'un professionnel, donc tu vas process tout un raisonnement qui va t'amener à des véritables solutions, qui d'ailleurs sont des solutions souvent imparfaites. Souvent, tu te dis, ah putain, mais c'est un peu con ce que j'ai fait, et tu t'aperçois que dans la vie réelle, ils ont fait cette connerie. Parce qu'ils ont en fait fait la même chose que toi. La même démarche. Donc, au niveau documentaire, c'est ultra intéressant. C'est un outil que j'aimerais développer de ouf, parce que ça peut nous aider à plein de choses. En plus du fait que ça fait des OP qui nous rapportent de l'argent. Et j'aimerais beaucoup, à l'occasion, on verra s'il y a une saison 2, si on peut reparler de ça. En tous les cas, je regarde, je continue de regarder tes AP, et je suis d'accord qu'il y a plein d'autres AP dont on aurait pu dire un truc intéressant. Le JDR, c'est protéiforme, et en l'occurrence, moi, un truc dont je suis très content, là, c'est qu'on ait pu rentrer dans des détails de comment est faite la préparation, la mécanique. On avait un peu les mains dans le cambouis avec toi par un moment, et on voit que t'as des problématiques qui sont pas celles d'une table classique, sauf par endroit, et ça, c'est très agréable. Donc, j'ai adoré cet exercice. Merci Fibrotique, merci à vous d'être venu avec nous. J'espère que t'as passé un bon moment. C'était très agréable de parler avec toi de ces petits extraits. Merci Jean Dindon et merci la régie. Merci à tous. Cet épisode a été enregistré en live, donc je dis aussi un petit merci, coucou, au revoir à toute la commune. Merci d'avoir été là. Voilà. Des bisous la commune. Il a tout mangé. Je dois fermer la boutique.